J'ai démarré. J'ai rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Voilà, c'est fait. Non. C'est fait. Ah, vous enregistrez, voilà. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, même heure, même lieu. Merci pour ces petits messages. Bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir aborder avec vous aujourd'hui 27001. C'est la suite des deux précédents événements que nous avions fait sur la protection des données des communes. Et puis aujourd'hui, la question, c'est comment faites-vous dans vos entreprises pour ne pas tout perdre et ne pas vous faire voler toutes vos données ou altérer vos connaissances ou les éléments, je dirais, pointus que vous possédez dans vos entreprises. Pour ce faire, nous avons sollicité 3 spécialistes. Je les remercie d'être là aujourd'hui. Ils prendront la parole l'un après l'autre. Comme toujours, vous avez la possibilité de poser vos questions par écrit pendant la présentation de chacun d'entre eux. Le modérateur de ce soir, c'est Monsieur Raoul Diez, directeur contrôle et sécurité à l'affaire Genève. C'est à lui que je donne la parole. C'est lui qui va vous présenter les orateurs, qui va donner la parole à chacun, qui proposera également vos questions. Et moi, je vous retrouve au terme de l'événement pour pouvoir vous annoncer la suite du programme. À tout à l'heure. Très belle soirée. À bientôt. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être au rendez-vous, comme toujours. Il y a quelqu'un qui parle? Brigitte, tu peux vérifier s'il y a un micro connecté, s'il te plaît. Donc, merci d'être là pour cet événement ISO 27001. Alors, qu'est-ce que ISO 27001? Évidemment, pour les personnes qui sont dans le domaine de l'informatique, de systèmes d'information, c'est quelque chose qui est connu en général, hein. Tout le monde connaît plus ou moins, mais ça ne s'arrête pas là, dans un sens comme dans l'autre. Dès qu'on touche la gouvernance de la direction des systèmes d'information, la gouvernance des entreprises, l'ISO 27001 commence à disparaître. Et on s'aperçoit aujourd'hui même, puisque j'ai eu la possibilité de parler d'ISO 27001 ce matin, on s'aperçoit que les gens méconnaissent ce que c'est. Alors que ce sont des bonnes pratiques qui existent depuis des dizaines d'années et que nous mettons en œuvre dans les entreprises pour améliorer le quotidien, la sécurité, la protection de l'information. Mais ce n'est pas tout. Ça, ce n'est qu'un aspect de l'ISO 27000. Et il y a aussi la possibilité de se certifier ISO 27001. Alors là, grande question, et c'est pour cette raison que nous nous sommes entourés ce soir des 3 spécialistes que je me permets de nommer dans l'ordre des présentations. Chacun aura 20 minutes pour faire une présentation en mode PowerPoint. Vous pourrez poser des questions soit sur le fil, soit en levant la main. Et je me permets de présenter le premier orateur qui est Stéphane Adamiste, qui est en charge donc de la division GRC chez SCRT, qui est un acteur que nous connaissons tous dans le domaine de l'informatique, très implanté en Suisse. Michael Platten passera en deuxième, nous présentera de la société Equivalent, nous présentera aussi son approche sur la norme 27001. Et puis Alexis Hirschhorn arrivera en dernier pour finir les présentations sur la norme. Mais quand on parle des normes, on va parler de l'implémentation dans les systèmes d'information des méthodes, des bonnes pratiques, mais on parlera aussi des certifications. Et là, il y a plein de questions, j'en suis certain, moi-même j'en ai plein que je pourrais poser. Il y a plein de questions sur ce que c'est la certification, pourquoi on va la mener, quel est l'objectif de se faire certifier, devons-nous se faire certifier régulièrement? Voilà, il y a tout un tas de questions. Je me permets de céder la parole à Stéphane Adamiste. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Raoul et bonsoir à tous. Voilà, je me permets de laisser la place et puis si toutefois il y a des questions au fur et à mesure, je me permettrai de les présenter aussi, d'accord? Bonsoir, j'ai choisi de scinder ma présentation en 2 parties. La première va être dédiée à l'ISMS en général, indépendamment de l'ISO 27001. Quels sont les bénéfices attendus de la mise en œuvre d'un ISMS au sein d'une entreprise? Et ensuite, on fera un petit focus sur qu'est-ce que ça implique ISO 27001. On n'a qu'un quart d'heure, 20 minutes, donc ça va aller assez vite.
Je ne vais pas m'attarder, mais on nous a dit que les personnes. Je crois que le micro Excusez-moi, on est entend coupé. plus Le micro est coupé, Stéphane. Ça va mieux comme ça? Je dois tout Voilà. recommencer l'introduction Non, ou, c'est bon. Non, non, Ah, non. d'accord, ok. Je m'étais trompé. Les dernières phrases. Ok, alors. Attendez, je vais représenter le bon écran. Et celui-là, voilà. Voilà. Donc, la première partie, comment, je vais mettre le chrono également, voilà. Comment implémenter un ISMS de façon efficiente dans une entreprise. Donc, à quoi ça sert un ISMS? J'ai récapitulé ici un peu les différents points, des challenges auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles doivent gérer la sécurité. Et ces challenges, normalement, sont censés être résolus par la mise en place d'un ISMS. Tout d'abord, définir bien comme il faut les responsabilités pour toutes les affaires de sécurité. On a à la fois le top management, la fonction sécurité, l'IT, les business owners. Il faut un ISMS à ça en premier lieu, à définir qui fait quoi en matière de sécurité dans l'organisation. Le deuxième point, je vais utiliser ma souris également, bien trouver le bon équilibre entre les objectifs métiers et puis la sécurité. On sait parfois que les mesures de sécurité qu'on peut implémenter peuvent entraver le métier, la flexibilité d'une entreprise. Donc, un ISMS, ça sert aussi à arbitrer et à trouver le bon équilibre entre ces deux objectifs. Bien entendu, un ISMS, il fonctionne bien, est censé vous donner une visibilité sur l'exposition réelle aux menaces de l'organisation, ce qui n'est pas toujours facile. Je vais m'attarder un petit peu sur comment réussir ce challenge. Il faut bien entendu que les mesures de sécurité soient déployées de façon homogène au sein de l'organisation, sinon c'est le sacro-saint principe du maillon faible qui s'applique. Et ça peut donner lieu à des incidents. Donc là encore, un ISMS sert à standardiser l'approche sécurité, à faire en sorte que toutes les mesures de sécurité soient appliquées de façon homogène dans l'entreprise. Bien entendu, on a une partie de conformité. Les entreprises sont soumises à des règles, à des règles légales ou contractuelles. Et là encore, l'ISMS doit veiller à ce que, en termes de sécurité, hein, j'entends bien entendu, l'ISMS doit veiller à ce que ces règles soient bien respectées dans l'organisation. Le développement d'une culture sécurité, on sait que c'est fatigant pour un responsable de sécurité ou pour une équipe de sécurité de toujours faire le gendarme, de courir après les gens. Donc, un ISMS est censé aussi faire en sorte que la culture sécurité soit inhérente au fonctionnement de l'entreprise et de façon à ce que tous les collaborateurs adoptent des comportements sûrs, ce qui va forcément augmenter le niveau de sécurité de l'entreprise. L'ISMS doit aussi vérifier que les investissements en matière de sécurité sont pertinents et qu'on ne jette pas de l'argent par les fenêtres. Ça, c'est quelque chose. Si on veut qu'une direction supporte l'initiative sécurité et se fasse le porte-parole, l'avocat de la sécurité, il faut aussi être capable en retour de lui démontrer que les investissements qui sont consentis portent leurs fruits. Et enfin, un aspect pratique, on sait qu'une entreprise, l'écosystème informatique d'une entreprise est loin d'être stable, hein. Il y a tout le temps des nouveaux projets, des changements qui sont effectués dans les environnements IT. Et donc, un ISMS sert aussi à faire en sorte qu'on valide bien que la sécurité est appliquée à chaque fois qu'on a un nouveau projet ou un changement dans l'entreprise. Voilà un peu les principaux challenges que j'ai pu identifier et auxquels une certification ISO 27001 ou même la constitution d'un ISMS selon ISO 27001 est censée répondre. Pour que ça fonctionne, il y a un certain nombre de facteurs à respecter, de règles. J'ai pris ici une étude qui date de 2014, mais elle est toujours très actuelle à mon sens, fournie par l'ISACA, un organisme très sérieux. Et voilà les six facteurs clés de succès pour qu'un ISMS soit implémenté de façon réussie.
Tout d'abord, bien entendu, comme toute initiative transverse à l'entreprise ou qui est un gros changement, ben, il faut qu'il y ait un commitment, un engagement de la part de la direction pour que les choses se fassent. Il faut également que le management, et ça c'est souvent complexe à mettre en œuvre, soit capable de comprendre quelles sont les problématiques en termes de sécurité. Donc on doit être capable de leur traduire en termes non techniques de quoi il s'agit, de quel risque, à quel risque on doit faire face, qu'est-ce que c'est la sécurité en gros. Il faut être capable, on en a parlé, de planifier les implémentations de nouvelles technologies. Donc, on en revient à ce que je disais avant, un peu la sécurité dans le changement, la sécurité dans les projets. Il faut être capable de faire la bonne balance entre le business et la sécurité de l'information, j'ai déjà évoqué. Il faut que, bien entendu, et c'est un peu redondant avec le point 4, que la discipline de la sécurité de l'information soit alignée avec les objectifs de l'entreprise. Sinon, on va arriver à une situation de blocage où la sécurité est perçue comme un empêcheur de tourner en rond, et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Et ensuite, le 6e point, c'est qu'il faut faire comprendre aux gens, et c'est là aussi toute la difficulté de la mise en place d'un ISMS, que la sécurité, c'est pas seulement le RSSI ou l'équipe sécurité, mais c'est que chacun a un rôle à jouer, notamment le management et puis les responsables de division, notamment dans l'appropriation de la protection des données dont ils sont les propriétaires. Donc on va voir maintenant comment mettre en place un ISMS qui puisse répondre à ces challenges-là. Voilà, mettre un ISMS, c'est pas trop compliqué en soi. La norme ISO 27001 décrit exactement tout ce qu'il faut faire, mais il faut être capable aussi de mettre en place un ISMS qui réponde à ces challenges si on veut que ça fonctionne. Alors, penchons-nous sur les aspects de gouvernance dans un premier temps. Voilà. Comment ça doit fonctionner? Tout d'abord, on a le senior management qui va définir une stratégie business et de là vont découler des objectifs pour l'organisation. Ensuite, on va avoir le management exécutif qui va, lui, par rapport à la stratégie business, évaluer les risques et notamment les risques de sécurité. Et de là va être déclinée une stratégie de sécurité avec des exigences de sécurité qui sont en lien, on voit ici, avec les objectifs de l'organisation. Et enfin, au niveau d'un security committee, donc on descend un peu dans les couches, security committee qui peut être composé du RSSI, mais aussi des représentants métiers, représentants de l'informatique. Là, on va mettre en place à un niveau plus tactique et opérationnel des plans d'action sécurité avec des politiques de sécurité, des standards, des procédures, etc. Et on va implémenter ensuite ces concepts de sécurité. Une fois qu'on a ces concepts-là, le but d'un ISMS, c'est de pouvoir mesurer l'efficacité de la stratégie de sécurité qu'on a mise en place, la remonter au comité de sécurité qui lui-même la va remonter au niveau du top management, au niveau du management exécutif. Et c'est ce lien-là qui est très difficile à mettre en œuvre, qui est vraiment un challenge pour que justement il y ait un alignement entre la sécurité et le business, pour que le management de la sécurité, le management de la société plutôt, puisse prendre des décisions éclairées à partir des remontées d'informations qui viennent du terrain. Et ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Pour moi, un des aspects clés de la mise en place d'un ISMS, c'est la méthodologie de risk management. C'est, à mon sens, un point très critique qui peut être un facteur de réussite ou un facteur d'échec. Quand on regarde un petit peu comment fonctionne le risk management, c'est décrit, en termes de sécurité, hein, je parle, c'est décrit dans une norme qui s'appelle l'ISO 27005. Et cette norme, pour moi, est peu claire sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la définition des biens informationnels. On est censé protéger, alors la définition de la sécurité, c'est protéger les assets, hein, information assets en anglais, donc qu'on traduit par les biens informationnels. L'ISO 27005 est assez définit deux catégories d'assets, les primaires et secondaires. Et si on les considère tous, on arrive vraiment à beaucoup de choses. Donc on a les informations en soi, les différentes catégories d'informations, mais on a aussi, par exemple, les bâtiments, les processus, les personnes, les équipements informatiques,
le papier, les informations sur papier, les informations orales. On a beaucoup de choses qui sont définies comme assets et qui doivent être protégées. Si on a une liste trop importante d'assets, il va falloir ensuite appliquer des menaces sur toutes ces assets et on s'aperçoit que ça peut vite tourner à l'usine à gaz avec des listes interminables de risques à tel point que ça devient ingérable. Ça, c'est vraiment pour moi une problématique que j'observe chez les gens, enfin dans les entreprises qui mettent en place des ISMS. Donc, il y a un des aspects clés, c'est trouver la bonne granularité et de trouver dans la définition des menaces et la définition des assets et également la méthodologie qui va bien pour gérer tout ça. Après avoir regardé toutes les méthodologies, moi j'apprécie beaucoup la méthodologie Octave Allegro et je vais vous permettre de vous expliquer pourquoi. Voilà en quoi elle consiste. D'abord, établir les échelles de mesure du risque, hein, donc une échelle de probabilité, une échelle d'impact. Ça, c'est assez classique. Mais ensuite, c'est là où je trouve que la méthodologie est intéressante, c'est que les assets, ce sont uniquement les types d'informations. Donc, on va se baser sur une espèce d'inventaire des informations critiques avec leurs exigences en confidentialité, intégrité et disponibilité. Et c'est ça qui va constituer justement la liste des assets. La méthodologie va même plus loin. Elle se dit concentrez-vous simplement sur les assets les plus critiques. Et si vous protégez cela, par effet un peu fontaine à champagne, eh bien les autres assets de la boîte seront aussi protégés parce que si on met un antivirus, ben on va le déployer partout et de facto, toutes les informations seront protégées. Il y a aussi la notion de container d'informations, donc qui permet de voir où sont traitées les informations et sur quel justement container va devoir s'effectuer la mise en place des mesures de sécurité. Une fois qu'on a identifié ça, ben on va identifier les menaces. Et là encore, la méthodologie est pas mal puisque les menaces se déclinent en deux phases en fait. D'abord, une phase un peu assez haut niveau, on va essayer de déterminer un peu les zones qui font souci dans la boîte. Et là, les grands scénarios de menaces desquels on compte se protéger. Et là encore, il n'y a rien de technique. On peut faire ça avec des workshops avec le métier qui vont dire, ah ben moi, voilà, j'ai des données qui sont critiques là, etc. Ce dont j'ai peur, c'est qu'on soit volé par un compétiteur, parce que le métier est très capable de travailler dans des ateliers et de permettre d'éliciter justement ces scénarios de menace high level. Et ensuite, on va décliner des scénarios, comment un area of concern, donc comment une zone de souci peut être matérialisée donc, par des scénarios de menaces beaucoup plus techniques. Et après, ben, on évalue les risques grâce à notre échelle et puis on applique une mitigation. La deuxième limite de l'ISO 27005, c'est que comment déterminer l'approche de mitigation. Ça, si vous regardez, on va vous dire, ah ben, il faut sélectionner les mesures de sécurité applicables et personne ne vous explique comment le faire. Et c'est là où souvent ça pêche parce que les gens ont tendance à oublier que certaines mesures peuvent mitiger certains risques. On a une approche un peu trop facile et surtout, c'est jamais challengé l'approche de mitigation. Donc, ce qui est important ici, c'est à mon avis d'essayer de vraiment avoir une relation très précise entre les menaces et les approches de mitigation qu'on met en œuvre. Il y a deux domaines qui peuvent être couverts et ça aussi, c'est décrit dans l'ISO 27005. D'une part, je vais partir d'en bas, avoir une vue corporate enfin de haut niveau sur la gestion du risque, c'est-à-dire les grands scénarios de menaces qui nous occupent et les grands chantiers de sécurité qu'on va mettre en œuvre pour se prémunir des menaces et limiter les risques. Et il y a aussi un deuxième niveau beaucoup plus opérationnel qui est de faire des risk assessment sur les systèmes d'information, donc les différents systèmes d'information qui composent notre environnement informatique. Et là, ben, quand on est une grosse entreprise, ça va être assez ambitieux comme travail. Et donc, il faut être capable d'avoir une méthodologie justement qui permet d'automatiser un minimum les choses. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Et le problème, c'est qu'on aboutit souvent à des situations où l'équipe sécurité fait de la sécurité administrative. C'est-à-dire qu'elle maintient un ISMS en documentant beaucoup. Mais au lieu la sécurité, c'est aussi un moment, faire du travail sur le terrain, implémenter des mesures et gérer la sécurité dans les projets, etc. Et on aboutit parfois justement
à ce biais, c'est-à-dire que la fonction sécurité se cantonne à maintenir un ISMS, mais c'est plus du travail administratif et une décorrélation qui s'opère avec la réalité du terrain. D'où l'intérêt d'avoir une méthodologie de risque très pragmatique qui permette de montrer des résultats clairs au management, mais qui ne prennent pas tout le temps pour qu'on ait le temps de faire vraiment de la sécurité. Voilà. La classification des données, je vais vous en donner un exemple ici. C'était quelque chose que j'avais pu faire pour une société qui fait du trading dans le domaine de l'énergie. Voilà, c'est un document assez simple. Où on voit que voilà, on voit que ce document-là permet de répondre aux challenges que j'ai évoqués, au moins 4 d'entre eux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un propriétaire de l'information, donc qui va être responsable du type d'information. Ici, on voit que pour cette entreprise, les activités de trading et les positions qu'elles prennent sur les marchés, c'est l'asset le plus critique. On a du high partout. Pourquoi? Parce que ça doit rester confidentiel pour ne pas donner des avantages aux compétiteurs et pour pouvoir faire de l'argent sur les positions qu'on prend. La disponibilité et l'intégrité des données sont très importantes parce que pour qu'on ait les données en temps réel et les données sur les positions qu'on a prises. Je ne vais pas décliner tout ça, mais on voit qu'ici, on a un nombre assez réduit d'assets finalement. Et quand on regarde, le management comprend très bien de quoi il s'agit, puisqu'on a on parle de métiers ici, des données métiers, et on a expliqué pourquoi ces données étaient importantes au niveau de la sécurité. Donc, on a aussi cette intégration entre le business et la sécurité et l'alignement entre la sécurité et les objectifs de l'entreprise. Voilà. Là, on voit aussi les données RH, etc., les salaires, c'était confidentiel pour cette société. Comment évaluer les scénarios? Là aussi, les scénarios de menace, là aussi, la méthodologie Allegro est assez intéressante. Donc, on a des agents de menace humains, donc, qui sont soit internes ou externes, avec certaines motivations, qui vont agir de façon accidentelle ou délibérée, et ça va mener à des brèches de sécurité, d'intégrité ou de disponibilité. On voit aussi, quand on fait ces grands scénarios de menace, par exemple ici, on a un concurrent qui fait une attaque par cheval de Troie pour voler des données R&D. On retrouve ici les challenges qui sont adressés, c'est-à-dire le management va très bien comprendre de quoi il s'agit, et on a encore une fois un alignement de la sécurité avec les objectifs de l'entreprise. Il y a aussi d'autres problèmes qui ne sont pas d'ordre humain, qui sont techniques, qui peuvent être aussi d'origine interne ou externe, et qui, par exemple, des pannes hardware, des pannes software, des événements environnementaux, des pertes de services, etc., qui vont mener également à des pertes de confidentialité, intégrité, disponibilité. On voit ici un autre exemple, un bug dans le software ERP qui empêche l'impression des feuilles de salaire à la fin du mois. Voilà. Donc, une approche pragmatique, c'est vraiment d'essayer de formuler des scénarios de menace qui fait quoi, avec quels moyens et avec quelles conséquences. Et voilà, et ça, tout le monde peut comprendre, c'est assez simple jusque-là. Ensuite, il va s'agir de mettre en place des mesures de mitigation, des plans d'action. Et là, pour la priorisation, on peut prendre en compte deux facteurs, le coût d'implémentation de la mesure et le facteur de réduction du risque. Bien entendu, quand on a un faible coût d'implémentation et une haute réduction du risque, on a des quick wins donc, qui doivent être traités en première priorité. Ensuite, si on a une faible réduction du risque, mais avec un coût d'implémentation faible, moi j'appelle ça les low-hanging fruits, donc pourquoi pas s'en priver. Ensuite, on a les investissements stratégiques qui coûtent cher, mais qui apportent une forte réduction du risque. On peut parler par exemple d'un programme IAM, c'est un programme, donc c'est compliqué, ça va prendre du temps, etc. Mais ça va apporter des bénéfices. Et puis ensuite, le reste, c'est vraiment pour adresser le risque résiduel si on a un appétit au risque très fort. Et voilà. Et quand on met en place des mesures de sécurité, il faut tenir compte de ces 4 paramètres. Quelle est l'organisation? Comment on va faire pour mettre en place ces mesures de sécurité? Avec quel process? Donc, quelles sont la série de tâches qu'on va devoir mettre en place pour que ces mesures soient mises en place?
avec qui, quelles sont les personnes qui vont être responsables, et puis quelles sont les briques technologiques auxquelles on va faire appel pour mettre en place ces mesures de mitigation. Voilà. Je crois que j'ai pratiquement déjà passé 20 minutes. Du coup, je vais laisser la parole à mes successeurs qui discuteront plus en détail de la norme ISO 27001, ou alors on en reparlera dans les questions-réponses. Merci, merci Stéphane. Et j'ai 2 questions à soumettre. Et je te remercie pour le contenu de la présentation, très intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que SCRT a mis en place, a été certifié? Je le sais évidemment, mais je pose la question parce que c'est la manière dont vous l'avez fait qui m'intéresse. Oui, alors Pourquoi faire? Pourquoi faire? Eh ben justement pour donner de l'assurance. Alors la SCRT est certifiée depuis 2009 ISO 27001. Moi j'ai rejoint la société il y a que 2 ans, donc j'ai entrepris une refonte de l'ISMS justement parce qu'il était assez complexe et j'ai simplifié. Pourquoi? Simplement pour donner de l'assurance à nos clients que les données, puisqu'on travaille dans des domaines assez sensibles, que pour leur donner, c'est ça la motivation principale, hein, c'est pour donner l'assurance aux clients que les données, notamment les données d'audit, quand on fait des tests d'intrusion, on découvre des failles chez les clients. Quand on gère des incidents, on a connaissance aussi des problématiques et des attaques qui ont eu lieu chez les clients. Donc, on veut leur donner de l'assurance pour s'assurer que leurs données vont pas être, enfin, qu'on essaie de faire des efforts pour les protéger, dirons-nous. Donc, Voilà. si on part de normes ISO et la 27001 certification est équivalente à la 9001 en certification, ça donne une garantie, hein, que les processus et l'implémentation dans l'entreprise partenaire sont corrects, opérationnels, qui sont suivis et réévalués régulièrement, en fait. C'est ça. C'est là où peut-être je peux passer un petit moment sur montrer quelques petits slides. C'est une approche itérative. Donc c'est un engagement sur les moyens et on va mesurer effectivement le. Je vais peut-être essayer de partager vite fait l'autre slide. Euh, Si ça va bien s'ouvrir. Voilà. Pour l'instant, on voit Ouais, dans ça arrive, ça arrive. le Voilà, fil, voilà. c'est bon. Donc, voilà. Voilà, ici, on voit une approche Plan Do Check Act, hein, donc itérative, même si le terme Plan Do Check Act n'est plus repris, il était dans la version précédente. Mais le but, effectivement, on va prendre en compte les besoins des parties intéressées. Et dans notre cas, justement, ce sont nos clients principalement. Et puis, on va définir nos exigences en termes d'ISMS. On va l'établir. On va implémenter les mesures de sécurité en mettant en place une gouvernance, en faisant du risk management. Donc, on a évalué nos risques. Nous, par exemple, nos données les plus classiques, hein, les plus critiques, pardon, euh, on applique nous-mêmes la méthode Allegro, c'est les données clients, les données des projets clients. Donc, il faut qu'on fasse attention quand on communique avec les clients. Donc, nous, nos rapports, pour donner un exemple concret, on a une plateforme on évite de les envoyer par email, on a une plateforme d'échange sécurisé. Et puis, chez nous, on les stocke en dehors d'un domaine Active Directory, justement pour se prémunir. Donc, tous les rapports, les documents déjà sont effacés au bout d'une certaine période de temps. Et puis, on les stocke en dehors d'un Active Directory au cas où notre Active Directory, on sait que c'est un peu le point faible dans les entreprises, même quand on a fait du hardening. Donc, nous, c'est stocké ailleurs. Voilà. Bien entendu, on doit monitorer et revoir l'ISMS pour prouver qu'il est efficace et puis mettre en place des mesures d'amélioration le cas échéant. Montrer aussi rapidement, c'est qu'il y a 14 domaines. En fait, les mesures de sécurité qu'on applique sont généralement issues d'un autre référentiel qui est l'ISO 27002. C'est pas obligatoire, hein, on peut prendre d'autres référentiels, NIST Cyber Security Framework, le Cloud Security Alliance qui est très bien fait par exemple, même si ça traite principalement des aspects cloud, ou il y a les documents du CIS aussi qui décrivent. Et voilà. Et par contre, sur l'ISO 27002, on a
14 domaines et qu'on vient de, bien entendu, appliquer des mesures de sécurité relatives à tous ces domaines pour avoir cette vue holistique de la sécurité et qu'on les documente dans le Statement of Applicability. Mais ça, je pense que les gens le savent. Voilà. Parfait. Merci pour ces éclaircissements. Et j'insiste sur le fait que vous pouvez soumettre vos questions sur le fil, hein, le fil du chat, et je me permettrai de les transmettre. Ah, voilà, nous avons une question, une certification ISO 27001 ne me semble pas assurer que le niveau de sécurité d'une société est bonne, mais plutôt qu'elle a une bonne gouvernance des systèmes d'information. Est-ce juste? Aussi, Bien est-ce sûr, que l'affirmation… oui, c'est une question, c'est une affirmation déguisée en question, mais effectivement, c'est un engagement de moyens avant tout. Après, c'est un engagement de moyens. Donc, mais il faut être bien conscient qu'on parle de gestion des risques, donc une situation parfaite n'existe pas. Et donc, la meilleure façon de traiter ça, c'est justement d'appliquer ces itérations et de contrôler en réalisant justement, en ayant des éléments de mesure, donc des KPI, et puis en faisant de l'audit interne pour vérifier justement que les mesures qu'on a écrites sur papier eh ben, sont bien appliquées dans la réalité. Et si c'est pas le cas, ben, il y a l'auditeur qui est là quand même pour nous taper sur les doigts. Et puis quand on voit que les processus ne sont pas efficients, ben, c'est l'occasion justement, durant la management review, on a de rediscuter de ces problèmes-là avec le top management pour voir comment on peut les résoudre en mettant des moyens supplémentaires en œuvre, en augmentant l'appétit au risque éventuellement, et puis en essayant de trouver des moyens de traitement du risque. On n'est pas obligé de réduire le risque, hein, on peut aussi le transférer. Aujourd'hui, il y a par exemple, un moyen, c'est de souscrire à une assurance. C'est de plus en plus populaire, ce genre de mesures-là. Mais voilà, le but, c'est effectivement d'avoir une approche itérative et de montrer qu'on fait des efforts dans la durée. Et la question était en deux parties. La deuxième partie, est-ce que l'affirmation suivante est juste? Si une société accepte un risque élevé, elle pourrait tout de même être certifiée? Oui, oui, bien entendu. Alors, il y a deux choses que l'auditeur va regarder. C'est d'abord la conformité. Alors, je parle d'une société qui se certifie, hein. L'auditeur va d'abord regarder la conformité par rapport aux exigences de la norme. Donc, on a bien les documents, qu'on a bien mis en place tout ce qu'il faut, qu'on fait bien les activités prévues. Et ensuite, il va regarder aussi la cohérence du SOA, donc du Statement of Applicability. Donc, en gros, les mesures qu'on a mises en place, est-ce qu'elles contribuent bien à réduire le risque de la façon dans laquelle on a prévu? Une société peut très bien avoir un appétit. Et ça c'est quelque chose que les gens, c'est une très bonne question, hein, parce que les gens ont tendance à penser que si on fait de l'ISO 27001, on a forcément une approche paranoïaque. C'est pas vrai. On va avoir une approche en lien avec l'appétit au risque. Donc, on a défini les besoins des parties intéressées. En l'occurrence, chez SCRT, on a des clients qui nous donnent des données très confidentielles, donc ils ont des attentes élevées. Et nous, si on prend en compte ces besoins, ben, on va aussi avoir une approche très parano. Mais pour des entreprises qui ont des enjeux un peu moins importants, ben, c'est l'appétit au risque de la direction qui compte. Et l'ISMS doit refléter cet appétit au risque. Et si on a des gens qui disent, ben moi, par exemple, je ne vais pas dépenser beaucoup d'argent pour faire de la prévention, mais par contre, ben, le jour où il m'arrive quelque chose, ben, je vais avoir une réaction avec l'incident response assez forte, et ben, on a une stratégie comme ça qui est cohérente et on va mettre plutôt l'emphase sur les moyens, les mesures de sécurité réactives Les moyens et notamment. détectives plutôt que préventives. Il y a encore une question. Et considérez-vous que le guide de la Confédération relative aux mesures techniques et organisationnelles de la protection des données de 2015 est encore pertinent et utilisable? Oula, alors là, il parle de quoi exactement? C'est basé sur l'ISO 27002. Je suis désolé, j'ai pas où c'est Alors, basé sur le. le guide D'un de point la de vue général, Confédération. j'ai pas la réponse parce que je sais pas exactement ce qui contient, mais d'un point de vue général, je pense que si on fait confiance à ces référentiels que j'ai cités, que ce soit l'un ou l'autre, ce qu'il faut regarder, c'est qu'ils aient une portée holistique, c'est-à-dire qu'ils couvrent tous les domaines de la certification. Et quand on regarde un petit peu, d'ailleurs, il y a même ces différents référentiels, ils sont tous mappés entre eux, hein. Donc, il y a des matrices de correspondance. Donc, ce qui nous donne quand même une bonne assurance que
chacun d'entre eux a une couverture assez exhaustive des différents domaines de la sécurité. Donc je dirais, alors normalement quand on fait l'ISO 27001, bah, c'est plutôt l'ISO 27002 qui fait foi, mais il y a d'autres référentiels qui peuvent être adoptés. Et celui de la Confédération, je suis désolé, je ne sais pas sur quel référentiel il est basé, mais je pense que c'est sur un des référentiels principaux, et s'il couvre tous les chapitres, alors on peut lui faire confiance. Il n'y a pas vraiment de mesure qui soit devenue obsolète. L'ISO 27002 va être remplacé là en fin d'année. C'est beaucoup des. Alors, il y a certains domaines sur lesquels on met plus l'emphase. Euh, on simplifie, on réorganise, mais en gros, moi, ça fait 20 ans que je fais de la sécurité et les contrôles, les mesures de sécurité, elles n'ont pas vraiment changé. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui, la plupart des organisations qui se font attaquer, enfin, avec succès, leur problème, c'est souvent un manque de hardening et un manque de patch management. Donc, ce sont des problèmes archi connus. C'est simplement que les sociétés ont des difficultés à les mettre en œuvre. Et il y a une question concernant les mesures préconisées d'ISO 272. Et la question est posée sous la forme suivante. Ne doivent-elles pas à minima respecter pour être certifiées? C'est la fin de la question. Voilà. Oui, Est-ce que les alors, mesures préconisées? normalement, les mesures préconisées, elles sont dans le Statement of Applicability. C'est censé être une démarche logique. On a des menaces et on doit mettre en place les mesures de sécurité. Et on va sélectionner celles qui sont censées mitiger nos risques. Par défaut, on peut décider d'appliquer tout. Comme ça, on est à peu près sûr qu'on va mitiger tous les risques, mais on n'est pas obligé. Il y a par exemple, si on ne fait pas appel à des développeurs externes, si on ne fait pas appel à du développement dans le cadre de nos activités, ben, tout le chapitre 14 n'a pas lieu d'être, par exemple. Enfin, pas tout, enfin, mais une partie du chapitre 14 qui est dédié au développement sécurisé ben, n'est pas applicable à notre organisation. D'accord. Alors, si vous êtes d'accord, je me propose de passer la parole au deuxième orateur, Michael Platten, qui est le fondateur et le gestionnaire des partenariats des- de la société équivalente ESA. D'après ce que j'ai vu, vous êtes présent à Yverdon-les-Bains, c'est bien ça? C'est correct, effectivement, à Y Park, tout à fait, tout à fait. Je ferai Ah, une voilà, petite introduction de qui on est pour parfait, donner un peu les cadres, oui, oui, avec plaisir. très bien. Je vous remercie. Alors, je vous cède la parole et puis on reste au fur et à mesure, s'il y a des questions, je vous les transmettrai. Merci. Attendez, j'essaie de partager mon écran. Par contre, il y a toujours, Stéphane, est-ce que vous pouvez couper la présentation que vous avez? Merci. Vous m'entendez? Oui, C'est bon, vous m'entendez? Parfait. Alors, et parfois, quand par contre, il n'y a pas de présentation pour l'instant, on est d'accord, hein? je vais essayer, mais effectivement, la partage de PowerPoint, ça m'a posé un petit souci. Voilà, est-ce que là, vous le voyez? Oui, Parfait, mais écoutez, grand merci pour cela. Donc, pour l'introduction, attendez, j'ai encore quelqu'un. Voilà, pour l'introduction de moi-même, merci tout d'abord pour l'invitation pour aujourd'hui. L'introduction était que vous allez avoir 3 spécialistes pour faire la présentation. Alors, je peux vous assurer que j'en suis pas, mais j'en ai une avec moi qui est également dans la salle. Moi, ce que je peux faire pour vous, c'est plutôt vous donner une perspective d'entrepreneur, d'actionnaire aussi, d'une entreprise et d'un chef d'entreprise qui a choisi d'implémenter ISO 27001 et pour quelles raisons on l'a fait. Si après il y a des questions techniques, je suis soit effectivement, je fais confiance aux mes collègues, ils m'y connaissent un tout petit peu, puis aussi
Est-ce que tu es encore Michael? Et ça a coupé, hein? Ça a figé, l'image est figée. Alors, est-ce que vous voyez mon fond d'écran? Est-ce que le fil est encore actif? Je suis de nouveau avec vous si jamais, mais j'ai effectivement un Voilà. souci avec la présentation PowerPoint de partage. Je vais quand même le réessayer. Est-ce que ça marche tout de nouveau? Nous n'avons pas la présentation PowerPoint, hein, et ton visage est figé. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis désolé pour cela. Est-ce que tu souhaites qu'on inverse, qu'on demande à Alexis de passer? On Ça va? peut tout à fait commencer avec Alexis. J'espère que je peux résoudre le problème, mais je ne suis pas 100% sûr. Attendez, si je partage plus mon écran, vous voyez bien Alors, il n'y a plus la présentation là. plus la présentation. J'essaie encore une fois. Là, Que là, elle est là. La présentation, voilà. elle est affichée. Bon, je vais essayer. Je suis m'excuse pour cette connexion. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, en hollandais, je suis donc pas un spécialiste dans tout ce qui est IT, pour vous dire, mais j'ai commencé ma carrière dans l'audit interne que je trouvais assez relevant, assez intéressant en démarrant le projet de ISO 27001 chez Equivalent. Je suis avec Andri, qui est depuis presque le début de la société avec nous, qui était responsable pour l'installation de notre système, et puis qui est aussi également responsable pour tout ce qui est data protection chez nous, qui a certainement des compétences très rélevantes. On va en parler un peu plus. Ce que je voulais faire avec vous, c'est de vous expliquer déjà ce que fait Equivalent pour que vous compreniez bien l'importance pour nous de sécuriser nos informations. Les objectifs que nous, on avait mis, c'est ISO 27001. Le choix du scope, finalement, qu'on a dû faire et qu'on a fait avec conscience. Les leçons apprises, si on veut. Et puis, peut-être un tout petit bout aussi sur le carrefour qu'on a rencontré entre notre activité ISO 27001, qui nous a fait, en fait, aussi, qui nous a permis de rentabiliser pour une partie cet investissement qui était pour une petite société comme nous, quand on a commencé, assez importante. Donc, qui est Equivalent, qui ne le connaît pas encore, mais vous verrez, on est une start-up voire scale-up aujourd'hui, qui est relativement jeune, fondée en 2015, actif depuis 2016, basé à Y-Park. Et notre activité, notre seule activité et principale activité, donc également, c'est la vérification des antécédents de personnes qui sont engagées, surtout dans des environnements de secteurs ou pour des postes sensibles. Donc, en anglais, ça s'appelle le screening, le background check. C'est beaucoup de nos clients, ça s'appelle aussi integrity check, un contrôle de sécurité, conformité ou même un reputation check. C'est notre activité. Donc, vous pouvez déjà là vous imaginer que cette activité en soi, on récolte des données qui sont sensibles et qui font donc clairement le sujet de cette présentation. Pour nous, on vient de domaine de ressources humaines et puis dans ce domaine-là, et c'est là qu'il y a le carrefour également avec tout ce qui est sécurité aujourd'hui, il y a un besoin de bien connaître ses employés, de mieux les connaître, bien entendu pour des raisons de fit entre l'entreprise et l'employé, mais également pour des questions de risque. Bien entendu, le mieux qu'on connaît ses employés, le mieux qu'on peut l'accompagner, le mieux qu'on peut gérer, estimer certains risques opérationnels ou sécuritaires également. Donc, c'est une partie qui est importante. Et quand, dans notre métier, quand on a mis en place ce processus, on est parti de ce principe-là qu'on est un processus RH. Donc, on applique tout ce qui est meilleure pratique à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau transparence, au niveau consentement, etc. Et qu'on n'est pas forcément une pratique sécuritaire qu'on a retrouvée chez pas mal de nos clients. Pour
faire ainsi, on savait vite qu'il fallait une plateforme digitale qui était sécurisée. C'est clair, pour centraliser les informations, pour gérer les informations, pour gérer les processus, pour faire en sorte que les données soient supprimées quand ils doivent être supprimées, pour être conforme à tout ce qui est loi sur la protection de données, que les outils existants, email, même papier, qu'on puisse utiliser ou différentes sources, ce n'était pas faisable. Et au niveau efficacité, bien entendu, de ce genre de processus, on doit digitaliser ce genre de processus. Donc, c'est une partie extrêmement importante. Reste qu'on a aujourd'hui aussi un nombre de personnes. Et comme vous le savez, les risques augmentent aussi avec le nombre de personnes, avec la culture de l'entreprise et de fuite de données. On a une trentaine de personnes aujourd'hui. On grandit assez rapidement. On a des informaticiens, on a aussi des gestionnaires de dossiers chez nous. Donc voilà, c'est les éléments, bien entendu, qui vous donnent un peu d'input sur qui on est. Alors, l'autre partie extrêmement importante, bien entendu, pour nous et pourquoi le choix aussi pour ISO 27001, c'était nos clients. C'était les clients qui font appel à nos services. Alors, premièrement, le premier client qui nous ont sollicité et par lequel on est aussi devenu, comme on est aujourd'hui, grand, c'était les banques privées. Aujourd'hui, on a une plateforme standard quasi pour les banques privées. Si vous en pensez à un, c'est une très forte chance qu'ils utilisent notre plateforme. Les banques cantonaux également, les banques de détail. Donc, voilà, tout ce qui est banque, vous connaissez les niveaux de sécurité qui sont demandés là-bas. Les assurances, bien entendu, je dirais que les niveaux de sécurité d'information ne sont pas forcément au même niveau, mais par contre, les données qu'ils traitent sont extrêmement sensibles, donc ils sont aussi de plus en plus orientés vers tout ce qui est sécurité des données. On travaille également pour la Confédération, donc on a plusieurs entités de la Confédération, puis des NGO et des secteurs publics, où là, effectivement, les risques de réputation, de fuite de données, etc., sont extrêmement élevés. Les services et plateformes IT, ça parle pour soi. Luxe, marque très sensible à leur réputation. Et puis, finalement, l'industrie qui vient de plus en plus également, tout ce qui est technologie médicale, pharma, biotech, où vous connaissez les standards de qualité déjà d'origine et aussi tout ce qui est donné. Donc, voilà, cette clientèle, clairement, nous a donné, et certainement déjà au début, quand on était petit, énormément de fils aussi à découdre par rapport à leurs questions, etc. Puis, il fallait leur inspirer la confiance, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on a dit relativement tôt, hein, puisqu'on est un jeu comme entreprise, mais on va finir cette année le premier cycle de certification ISO 27001. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et quand on est un entrepreneur ou quand on est un dirigeant, on réfléchit très pragmatique. J'ai vu la question par rapport à si une société accepte un risque élevé, est-ce qu'il peut quand même être certifié? Probablement oui, au niveau procédure, je dirais, mais c'est complètement contre-intuitif. Je peux vous dire que si on sait que c'est son pain quotidien qui est en jeu, un risque élevé va pas être accepté et on va essayer de mitiger son risque maximum par des mesures. Donc, nous, le premier objectif, c'était clairement de protéger une des cœurs de notre business et c'était clairement les données sensibles à vérifier. Donc, c'était vraiment au cœur de nos préoccupations. Pour moi-même et puis pour les personnes qui dirigent l'entreprise, il est clair que surtout comme vous avez vu qu'on ne vient pas du domaine forcément de sécurité d'information, cette sérénité qu'on essaie d'obtenir quelque part avec parfois le peur et quand on est un jeune entrepreneur, pas jeune forcément, mais jeune entreprise, disons, on aime être serein. Donc, c'est clair qu'on a un vrai intérêt à qu'on met en place les meilleures pratiques au niveau de la sécurité d'information et que un coup de unique ou un coup de marketing, c'est pas du tout dans nos idées. On sait que dans beaucoup de certifications ailleurs, c'est utilisé. Je pense pour ISO 27001, il faut surtout pas le faire à ce niveau-là. Il est clair, comme je vous ai dit, une petite entreprise qui doit traiter avec des grands les entreprises, la réputation de la marque, la confiance qu'on peut avoir
était importante pour nous. Donc, d'avoir ce système en place et de travailler vraiment d'après ce système, c'était clairement un but pour renforcer la réputation. Je l'ai entendu déjà avant et pour nous, c'était vraiment quelque chose qui était important. On a choisi, donc très tôt dans notre existence, on a choisi de commencer avec ISO 27001. C'était un investissement quand même assez important, j'y reviens après, mais on s'est dit, quand on le fait, quand on est petit, quand on est encore relativement petit, on arrivera plus facilement instaurer une culture et tout ce qui est projet de change management, ça sera plus compliqué après. Donc, même si c'était un investissement qui était important, on était un peu aidé par le fait qu'on a déjà commencé par le privacy by design, by default, etc. À l'époque aussi où les GDPR étaient devenaient extrêmement importants et étaient importants. On avait cet avantage, mais on l'a fait. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on est on est content qu'on l'a fait, puis on le vit au quotidien. Objectif, vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. C'est clair que toutes ces questions de nos clients, c'était important. Et puis, à chaque fois, devoir répondre aux différents questionnaires, aux différentes méthodes des questions parfois un peu différentes, mais très souvent similaires. On s'est dit d'avoir ce type d'assurance, on le fait, puis on va aussi éviter avec cela des doubles efforts. On peut démontrer à nos clients qu'on a un système en place qui fonctionne, qui est audité, bien entendu, puis on va éviter les doubles efforts. Clairement, tout ce qui est conformité aux lois et règlements, qui est aussi prévu dans la norme, qui doit être surveillé, est importante. Donc, c'était un atout qui est venu avec. Et puis, je vous avoue, je suis en hollandais, vous avez peut-être vu dans la présentation, donc dépenser de l'argent, c'est pas c'est pas vraiment toujours dans ce qu'on aime faire le plus, mais donc des investissements, c'est quelque chose que quand on réfléchit, puis on a regardé, mais qu'est-ce que ça fait? Donc pour une petite entreprise comme nous, à l'époque, et toujours pas très grand comme plusieurs dans la salle, c'est un investissement, on dépense aujourd'hui, pour vous donner une idée, entre 100 et 150 000 francs, purement à tout ce qui est sécurité des informations. Et puis, c'est depuis le début. Donc, au début, c'est bien entendu proportionnellement plus qu'aujourd'hui, mais c'était quand même un investissement qui était conséquent. Donc, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va avoir le retour? Donc, bien entendu, on va éviter les erreurs opérationnelles. Hein, c'est le quality management par définition. On évite les erreurs à la source, comme ça, on n'a pas les frais de devoir les résoudre après. On a aussi dit, on ne va pas faire de mesures de window dressing, ils seront chers. Donc, j'ai vu effectivement le low hanging fruits, bien entendu, on va essayer de les prendre, mais on ne va pas faire juste des mesures pour les mettre en place, puisque ça demande notre attention, ça demande quand même des frais. Effectivement, on fait chaque fois très, très clairement l'analyse des risques, des coûts et des bénéfices de chaque partie. Et on veut dire qu'on tourne quand même les francs un tout petit peu à l'envers de temps en temps. Et puis, voilà, on voit qu'il y a des possibilités de démarrer parfois avec les outils gratuits pour essayer, puis après pour aller plus loin. Il est clair qu'on se dit aussi, on va, au niveau stratégique, cet investissement, ça va aussi on va avoir un retour là-dessus puisqu'on va élever la barrière d'entrée. Étant donné qu'on est la première société à avoir fait ce qu'on fait, c'est clair que le plus haut et le plus haut qu'on met la barre, ça va nous éviter de perdre de l'argent, peut-être par la concurrence, etc. Mais on continue à rester en avant. Et puis, c'est un élément qu'on a découvert, pour être honnête, un peu plus tard, mais on y avait pensé, c'est qu'à ce niveau-là, on peut échanger sur ce sujet-là. Ça peut aussi être un moyen commercial, bien entendu, d'échanger avec les clients et partenaires sur tout ce qui est cette gestion des informations. Et puis, on a trouvé, bien entendu, un lien très, très clair avec la gestion de risques humains, qui est un chapitre, qui est une partie de la norme. Et puis, on essaie de l'utiliser aussi, ces échanges, pour avoir cela. Et puis même à un certain niveau, on peut à des PME revendre nos conseils. Donc on avait quand même pas mal des objectifs qui étaient qu'on avait avec. Et puis voilà, ce qu'on a
décidé finalement, c'est que notre ISMS s'applique vraiment à la chose la plus importante qu'on gère et dont on parle à l'intérieur de l'entreprise et qu'on doit protéger avec notre propre vie, c'est les données de personnes qui se font screener. Donc ça, c'est ce qui est vraiment heilig en allemand. C'est la chose qu'on doit faire. On a bien entendu donc définit ces scopes clairement là-dedans. Il faut savoir que ces données, ils sont que gardées pendant une période limitée. Donc, ça, c'était une des décisions qui était déjà prise avant, mais qui a aidé pour cette partie-là. Donc, mais pendant ce temps-là qu'on les a, il faut les protéger avec notre vie. Il s'applique, bien entendu, on doit absolument la mettre en explicite à tout le monde chez nous, puisqu'on sait très bien que les informations, il y a des possibilités techniques, mais aussi des personnes. Et puis, effectivement, il s'applique à tout ce qui est nos bureaux à Y Park et Yverdon-de-Bois. On a un single site, donc ça, c'était relativement simple pour nous de réaliser. Donc, voilà, on a fait ça. Ce qu'on a fait également, qu'on a fait le choix clairement, c'est qu'on ne l'applique pas à tout ce qui est nos données dans le CRM et tout ce qui est financial and accounting data. Il faut savoir que ce sont des systèmes de toute façon séparés chez nous. Donc, c'est pas notre système n'est pas fait pour cela. On les a clairement gardés dehors et puis c'est aussi marqué bien entendu dans le certificat. On a choisi par contre très consciemment qu'on voulait aucune exclusion de contrôle aussi. C'est clair, on était conseillé et d'ailleurs très bien par Abilène, donc avec Alexis qui est là avec nous. Et puis, on a décidé aussi avec eux de faire aucune exclusion là-dessus, là où parfois ça peut être tentant de faire des exclusions également. Donc ça, c'est des choix très concrets qu'on a fait. Alors, les lessons learned, donc les leçons apprises par rapport à ça, et surtout pour une personne comme moi, c'est clair que c'est quelque chose, la sécurité des informations ne se limite vraiment pas à la sécurité informatique. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà très, 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 très clair. Pour moi et pour certains d'entre nous, c'était bien entendu spécial. Et quelque part, ça nous a réconforté également. Donc, c'est clair, la première présentation parle déjà de tout ce qui est implication du management. Donc, la gestion des risques est vraiment une approche holistique. Il y a une forte implication du management. On a un comité de sécurité qu'on a mis, où moi-même, je fais partie avec notre DPO, avec notre IT manager. Donc, on a fait cette analyse de façon très holistique. Donc, il y a toute cette discipline-là qui rentre en compte, qu'il faut avoir aussi représentée quand on met en place la partie. La sécurité informatique, bien entendu, reste une partie extrêmement importante. Et puis, là, on se rend compte qu'on a besoin d'expertise et de formation. On doit rester à jour. J'ai mis là le rôle des auditeurs et consultants. On a fait depuis le début, on a choisi nos auditeurs, on a choisi les personnes pour qu'ils puissent nous amener de valeur ajoutée, directement de conseils le plus pratique possible. Donc, on a les auditeurs internes qu'on a externalisés, on a les auditeurs externes pour la certification, mais on a également nos clients. On a des clients qui viennent de temps en temps nous auditer, bien entendu, d'après les meilleures pratiques. Et puis, avec eux, on installe aussi tout de suite une transparence complète sur nos mesures en place. Et puis, on essaie d'en faire des workshops plutôt que des choses. Et puis, pour nous, comme une petite entreprise, ça nous a beaucoup, bien entendu, aidé. Et puis, limiter les coûts, encore une fois, bien entendu, mais aussi, on a pu lever notre niveau. Donc, il y a aussi une partie gestion des accès physiques et sécurité des locaux. Donc, c'est clair que tout ce qui est office, organisation du bureau est important. J'ai mis là la remarque que ça nous a aidé dans l'installation de la culture également d'entreprise. Donc, on a bien entendu des zones sécurisées. On a des personnes qui doivent faire des petits défis quand ils oublient leurs clés. Donc, on a certaines petites choses qu'on a fait pour aider au niveau physique. Clairement pour aussi aider les gens à être conscients tous les jours de la culture de la sécurité et des formations. Mais c'est une
une approche, encore une fois. On a eu la chance de pouvoir déménager à d'autres locaux pendant ce processus, et puis on en a profité pour instaurer cette partie-là. C'est clair que connaître le cadre légal reste une partie importante quand on fait certaines choses au niveau de données que nous, on récolte bien entendu nous-mêmes. Donc, c'est aussi interdisciplinaire à ce niveau-là. La gestion des incidents, je pense qu'on a appris également que c'est clair, la mise en place, c'est une fois. Après, c'est vraiment la gestion des incidents, l'amélioration continue qui est importante. Et puis, on a mis notre ISMS manager déjà par l'ancienneté dans l'entreprise, mais aussi par rapport à ses compétences, etc. Là, on lui a tout de suite donné un rôle important et que les gens savent que c'est un peu le bad cop ou la personne qui peut discipliner, qui peut, avec des façon aussi ludique, les gens. Mais la gestion des incidents en place importante chez nous, on en parle ouvertement, on en discute, il n'y a pas de souci de faire des erreurs. Par contre, de ne pas en parler, c'est extrêmement important. De ne pas être transparent quand on aide à résoudre les incidents, c'est important. Donc là, au niveau gestion d'entreprise, etc., c'était important. La gestion de la... Oui. Oui, 3 minutes, hein, oui, c'est possible. Voilà, tout à fait, pas de souci. La gestion de la Merci. continuité et des crises, communication management, mais ça, on a tous vécu avec Covid, c'est une compétence à avoir. Et puis finalement, la gestion des risques humains, on s'est retrouvé où, voilà, on sait aujourd'hui que la partie employée est une partie importante dans la gestion des risques. C'est quelque chose où on s'était bien entendu d'origine le plus proche. Voilà, donc quelques mots là-dessus. ISO 27001 et les risques humains, je pense que la plupart des CISO se réalisent que le risque humain, c'est probablement le risque le plus élevé dans tout ce qui est information de données. ISO 27001 a clairement des normes là-dessus. On parle que les personnes doivent avoir les qualifications nécessaires pour traiter les données. Et puis ISO 27002, qu'on a aussi utilisé effectivement pour implémenter le système, parle clairement des choses comme nous on le fait. On avait la connaissance de faire des background checks, de faire des screenings et puis de le faire aussi de façon répétitive, pas seulement pour les internes, mais également pour les externes. Donc, on voit ça dans nos clients, dans les banques où on retrouve les normes dans les différents règlements. On le retrouve aussi dans l'audit, la vérification du risque humain, des antécédents. Et puis, voilà, on le retrouve dans notre métier de base, c'est de vérifier la réputation, intégrité, qualification et conflit d'intérêt des personnes. Nous, on a un schéma qui est un tout petit peu différent. On parle des checks avant l'emploi, lors de l'emploi, d'après un groupe à risque et pour tout type de contrat. Ce qu'on essaie d'expliquer à nos clients qui mettent en place des systèmes, parfois le département de ressources humaines sont plutôt au niveau hiérarchique, on parle plutôt des risques, les qualifications des postes à risque, des fonctions à risque, des phares, comme on les appelle parfois. On peut appliquer des programmes différents avec une scrutinité différente, ce que le client peut choisir. Et puis peut-être pour la dernière chose, effectivement, on standardise et on objectivise les résultats avec des données qui sont intéressantes au niveau quantitatif, si jamais ça vous intéresse. Et on est en train de travailler pour la dernière chose, puisqu'on est dans un séminaire sur les normes. On a choisi comme technical partner l'Association suisse de normalisation, où on est en train de faire une survey cette année sur tout ce qui est effectivement vérification des antécédents, qui va se faire afin d'essayer de l'année passée de tirer des conclusions et de voir s'il y a certaines normes qui peuvent être mises en place au niveau suisse et éventuellement même un exemple au niveau européen. Donc voilà, c'était la dernière chose. Je suis désolé pour le problème technique, j'ai rushé un peu le reste, mais voilà, à disposition pour des questions, bien entendu. Merci beaucoup, Michael. Donc, on est à peu près dans le cursus qui pourrait être considéré comme étant logique. Notre premier présentateur, Stéphane, a parlé de l'implémentation du SMSI et il a utilisé ce terme. Et puis, Michael, lui, n'ayant pas forcément la connaissance technique, a mis en place une certification ISO 27001 parce que le métier le nécessitait. Sans cette certification, je comprends que vous auriez eu du mal à être convaincant face à des banques privées ou alors des organes officiels. C'est bien ça.
C'est absolument, absolument ça. Alors, on l'a pas fait pour la crédibilité. Je dois te dire, la première partie, c'était vraiment une raison business. C'était en se réalisant que c'est le cœur de notre activité de protéger des données et avoir une sérénité comme personne, comme je vous ai dit, comme entrepreneur, actionnaire d'une entreprise, d'avoir cette sérénité qu'on a les systèmes, qu'on fait tout ce qu'on peut pour protéger. Après, c'est clair que tous les autres éléments, donc je crois que j'en avais mis 7, c'était aussi des parties importantes. Mais on a assez rapidement arrivé au constat qu'il fallait absolument, c'était notre core business de protéger les données qu'on récoltait. Ouais. D'accord, merci. Merci en tout cas pour votre retour. Je me permets d'envoyer dans le fil maintenant, d'envoyer dans le fil et, le contenu de la question qui a été posée il y a quelques instants concernant le document communiqué par la Confédération. J'ai retrouvé le document, il est dans le fil. Si toutefois ça vous intéresse, ça m'a permis aussi de voir qu'il date effectivement de 2015. À la question de savoir s'il est toujours à propos, je serais tenté de dire que oui, même si en parcourant le document, on s'aperçoit qu'il y a quelques éléments qui mériteraient d'être améliorés. La notion de cloud apparaît très timidement, alors que le cloud aujourd'hui a une partie prépondérante dans les échanges. Voilà, sans tarder, je vais passer la parole à Alexis Hirschhorn, qui est partenaire et senior advisor chez Abilion Advisor et qui a mis en place, si j'ai bien entendu, la certification ISO 27001 chez Michael Platon. C'est bien ça? Alors, ils sont bien débrouillés tout seuls pour la mettre en place, mais on les a aidés, effectivement, on les a appuyés. Et puis encore aujourd'hui, on se charge de l'audit interne pour eux. Ah, voilà, parfait. Excellent. Magnifique. Alors, Alexis, je cède la parole et on fait comme on l'a fait déjà par le passé. Si toutefois il y a des questions, je me permets de les soumettre immédiatement. Et puis, le prochain arrêt, ce sera la fin de la présentation. Et ensuite, on y reviendra sur des questions globales. Merci, Alexis. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis le dernier à vous présenter ces quelques slides. Je vous promets, il n'y en a pas trop. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous aurez encore un peu de votre attention. Je vais vous parler brièvement d'Abilène, qui on est. On est une organisation spécialisée dans les implémentations ISO 27001, 27701 sur la protection des données et 22301 sur la continuité des affaires. Nous sommes aussi auditeurs, comme vous allez le voir, et formateurs. C'est-à-dire qu'on forme des gens donc pour des certifications personnelles, entre autres évidemment sur ces normes-là. Voilà. Alors, j'ai voulu aborder les choses un petit peu différemment. Comme vous allez voir dans un petit slide. D'abord, là, je passe sur un petit slide que j'appelle le slide Ego. Je vous parle un petit peu de moi rapidement. J'ai commencé en fait à m'intéresser aux normes ISO 27001 à l'époque quand j'étais chez Mastercard. En fait, j'ai travaillé chez Mastercard. J'étais une des personnes qui était engagée dans le processus de créer la PCI DSS. Et puis, Mastercard utilisait déjà l'ancêtre de la norme ISO 27001, donc qui était le British Standard 1799. Et travaillant dans la sécurité de l'information, la nouvelle version est arrivée de la norme, donc elle s'est vraiment constituée en tant que norme comme on la connaît maintenant, ou presque, puisque c'est la version précédente, la version de 2005, et c'est le moment où j'ai commencé à m'y intéresser. Je suis assez rapidement devenu auditeur, et puis aujourd'hui, la majorité de mon travail consiste à, d'une part, faire des implémentations ISO 27001, à en auditer comme auditeur interne, mais aussi comme auditeur certifiant. Donc je suis aussi auditeur certifiant pour ces trois normes, la 27001, la 27701 et la 22301. Voilà. The good, the bad and the ugly. J'ai fait cette présentation en anglais parce que c'est ce qui m'inspirait le plus, mais je vais vous la commenter en français. Vous n'hésitez pas évidemment à poser des questions, je serais très heureux de vous y répondre. Pourquoi j'ai pris ce film? D'abord parce que j'aime bien le film de Sergio Leone, et puis parce que j'avais envie de vous faire partager mon expérience. En fait,
Je suis arrivé aujourd'hui à presque 40 implémentations. Disons que la 39e et la 40e sont en cours. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore certifiées. J'ai réalisé un peu plus de 100 audits aujourd'hui, des audits de certification et des audits internes. Alors là, je pense encore un petit peu plus. Et puis, on regardait avec ma collègue qui s'occupe donc des formations, Géraldine Rayet, on a passé aujourd'hui 150 étudiants qu'on a formés sur les normes ISO 27001 et 22301. Voilà. Donc, The Good, The Bad and The Ugly. Alors, si vous mettez dans la tête la musique d'Ennio Morricone, ça sera encore mieux. Et on va passer sur le premier, sur Clint Eastwood, évidemment, sur le Good. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien avec l'ISO 27001 mes deux confrères précédemment vous ont partagé plein de choses très intéressantes. D'abord sur des pratiques qui existent, on a vu une expérience de terrain avec Michael et Equivalent qui est vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment la valeur ajoutée. Et il y a une chose qui est ressortie, vous l'avez bien noté, c'est le fait que la norme aide à amener un processus de décision basé sur le risque. Alors, c'est un peu une arme à double tranchant, comme on va le voir, mais disons que ce que j'ai constaté dans les organisations, c'est qu'avec le temps, et je dis bien avec le temps, parce que ça ne se fait pas en un mouvement, parce que c'est un changement de culture, avec le temps, les organisations arrivent progressivement à vraiment utiliser le risque comme un outil de décision. Évidemment, au début, on l'utilise parce qu'on est obligé de l'utiliser, parce que le standard le demande. Donc, on l'utilise pour notre ISO 27001, autrement dit pour le SMSI, le système de management de la sécurité de l'information. Mais progressivement, on voit que cette culture s'étend à d'autres choses. Et dans les organisations et les grandes organisations dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler, comme Nestlé par exemple, j'ai vu le risque évoluer et être progressivement intégré à plus en plus de départements en dehors de l'informatique et de la sécurité. Donc, je pense que je continue de croire, je vais plutôt le dire comme ça, que un des aspects très, très bénéfiques de l'ISO 27001, un système de management qui fonctionne, c'est d'amener une culture de risque dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est effectivement une gestion des ressources. Alors, c'est très intéressant parce que Michael nous a vraiment montré en nous expliquant voilà, comment ce Return on Security Investment était présent. Et c'est vrai que c'est le défaut de beaucoup d'organisations, et vous le connaissez probablement, vous le voyez probablement dans vos organisations, c'est très souvent, on dépense de l'argent sur des outils de sécurité, peut-être même des services de sécurité, sans forcément avoir mis en place une gouvernance autour. Ça rassure quelque part de se dire qu'on a dépensé des dizaines de milliers, pourquoi pas des centaines de milliers de francs dans une solution de sécurité qui va mieux nous protéger. Mais la réalité est que on dit toujours, vous savez cette phrase célèbre, vous pouvez sécuriser que ce que vous connaissez. Et je rajouterais à ça, oui, on peut sécuriser que ce qu'on connaît, mais aussi on peut sécuriser correctement que ce qu'on gouverne bien. Donc, le fait de mettre en place un système de management, ça aide vraiment à prendre des décisions et arriver à mieux gérer les ressources, qu'elles soient financières, techniques ou humaines. Donc ça, c'est un aspect qu'on voit avec le temps. Et j'insiste bien sur avec le temps. Il ne faut pas croire parce que vous avez installé un système de management, tout va fonctionner à merveille. Un système de management, ça se certifie une première fois, mais c'est révisé, et puis ça se recertifie au bout de 3 ans. Donc tous les ans, vous allez avoir un auditeur qui va revenir faire un audit de surveillance, et puis au bout de 3 ans, il vous recertifie. Et on sait pertinemment, comme auditeur de certification, qu'on ne doit pas attendre un niveau de maturité extrêmement haut la première année, mais qu'avec le temps, on attend qu'au bout de ces 3 ans, au moment de la recertification, qu'on soit arrivé à un bien meilleur niveau. Donc voilà, une meilleure gestion des ressources, ça c'est un des bons aspects pour Clint Eastwood. L'autre point qui a d'ailleurs été évoqué et que je trouve vraiment intéressant, c'est l'amélioration continue et le système du Plan Do Check Act. Alors pourquoi? Parce que le Plan Do Check Act, c'est quelque chose qui a fait ses preuves
dans plusieurs systèmes de management, évidemment, pas seulement la sécurité. On a parlé, je crois que c'est Raoul qui parlait tout à l'heure du 9001. Et il y a en fait toutes ces normes, si vous voulez, autour des systèmes de management sont reliées autour d'une seule annexe qu'on appelle l'annexe SL, qui relie en fait sur un même modèle toutes les normes et qui fonctionne toujours autour du Plan Do Check Act. Alors le fait, c'est que c'est un système qui fonctionne et qui fonctionne même à très très petite échelle. Donc, j'ai eu la chance de travailler et d'implémenter des systèmes de management dans des grandes organisations, comme dans des toutes petites, comme dans des PME, et de voir les mêmes systèmes fonctionner. Je vais être très honnête avec vous. Mes premières implémentations ont été un échec total. Les premières implémentations que j'ai faites, toute première était dans une banque nationale d'un pays que je ne vais pas citer, et c'était un échec fumant. Pourquoi? Parce que ce système de PDCA, de Plan Do Check Act, qui est, comme je vous dis maintenant, qui est vraiment une valeur ajoutée, quelque part, pour fonctionner, elle doit être vraiment, vraiment intégrée dans l'entreprise, et ça prend un certain temps. Donc l'amélioration continue, pour qu'on puisse l'avoir, il faut lui laisser le temps d'opérer dans l'entreprise. Alors, c'est un système qui fonctionne. Encore une fois, c'est un système qui prend du temps à être implémenté, mais il est certain que ça amène du bénéfice. Tout le monde a reconnu l'acteur, Lee Van Cleef, le mauvais. Je vous ai dit que je voulais être vraiment honnête. Donc, on va passer du mauvais, on va passer vers the ugly, hein, par rapport à l'ISO 27001 et mon expérience avec. Alors, le problème principal de l'ISO 27001, c'est un problème qui est lié à tous les processus. Crap in, crap out. Donc, si vous mettez des informations de mauvaise qualité dedans, vous sortirez avec des informations de mauvaise qualité derrière. Vous n'allez pas les transformer. Mon confrère a dit tout à l'heure, le risk management est un élément essentiel. Il a complètement raison. Et le problème du risk management aujourd'hui, c'est que vous savez, on peut faire du risque en mettant le dos en l'air, hein, puis en se disant oui, bon, bah là, ça va, le risque n'est pas trop élevé, ça va pas trop mal. Et il y a une question qui a été posée, se dire tiens, est-ce qu'on peut être certifié qu'un risque élevé? Ben, la réponse, elle est oui et non. Oui, effectivement, on peut, parce que s'il est totalement justifié, que ça s'explique bien, et puis qu'on définit que l'entreprise n'a pas les moyens, n'a pas les ressources pour vraiment gérer son risque, oui, on va l'accepter. Et puis non, parce que si les justifications ne sont pas réalistes, j'ai eu par exemple une fois une petite banque, hein, qui m'a soutenu que la sécurité physique n'était absolument pas un problème pour eux, parce que c'était pas en Suisse, hein, en disant dans notre pays la sécurité physique c'est pas un problème, donc on n'a pas besoin du tout de mettre en place quelque forme de sécurité, d'alarme, etc. Ils n'ont pas été certifiés évidemment, même s'ils avaient décidé d'accepter ce risque. D'accord, c'est pas si simple. Donc si vous avez un processus, vous mettez des mauvaises informations dedans, que ce soit un processus de risque ou autre chose, hein, forcément, vous aurez quelque chose de mauvais qui en ressortira. Et ça, c'est un peu le problème du système de management en lui-même. La deuxième problématique, c'est les silos. Le système, il est fait pour fonctionner sans silos, dans un monde parfait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le monde puisse collaborer réellement. Simplement, ça ne se passe jamais comme ça dans une entreprise. À moins que vous soyez vraiment dans une petite organisation, dans lequel ça peut très très bien fonctionner, parce qu'on va avoir un management qui va être très présent, qui va s'assurer qu'il y a des échanges d'informations qui se créent. Dans la majorité des organisations, les choses vont être opérées en silo. Ce qui veut dire que si on a un système de management qui est géré par quelqu'un qui se trouve en dessous, je ne sais pas, des finances, qui dépendent de l'IT, qui dépend d'un responsable réseau, et puis qui va faire dans son coin un petit système de management, ça ne va pas fonctionner. Le fait est que pour qu'un système de management fonctionne, il doit être intégré complètement dans l'organisation jusqu'au plus haut niveau. Et ça, c'est une des problématiques, excusez-moi, récurrentes que l'on voit. Et qui fait qu'en fin de compte, il ne produit pas le résultat escompté, c'est-à-dire qu'il est juste opéré dans un département tout seul. Et ça vient avec le point suivant. Le management. Former le management est probablement la chose auquel on doit passer le plus de temps quand on fait une implémentation. J'aime toujours dire qu'il y a deux types de managers. Il y en a, on fait quelque part trois, mais on va dire qu'il y a deux types de managers. Il y a ceux qui dirigent à vue et puis il y a ceux qui dirigent aux instruments. Puis il y a ceux qui font un petit peu des deux, pour être honnête. Mais si vous êtes face à un management qui a l'habitude de diriger à vue complètement,
il est très difficile de lui faire entrer dans un modèle avec une idée de risque, une idée d'amélioration continue, une idée d'avoir des KPI, d'avoir des mesures, hein, des éléments qui puissent lui donner des informations parce qu'il n'est pas habitué à ça. Donc, le fait que le management comprenne déjà qu'il y a un changement de culture à opérer pour faire évoluer le système de management, qui doit se mettre à considérer les risques, qui doit le prendre en considération, est un des éléments clés, et c'est souvent un des problèmes dans les organisations. Et vous allez voir les conséquences par la suite dans le 3e slide. Le problème aussi qu'on a qui est lié à ça, c'est que si on fait du mauvais risk management, ce que font la majorité des organisations, je vais être honnête avec vous, mais c'est pas par volonté, c'est pas par choix. C'est souvent parce que simplement on n'a pas les compétences, on n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour faire des bonnes gestions de risque. Faire de la bonne gestion de risque, ça prend beaucoup de temps. Ça demande d'avoir des bonnes informations. Ça demande souvent d'avoir des équipes qui sont dédiées à ça. Et le problème, c'est que ça nous donne un mauvais sentiment de sécurité. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je voyais dans les journaux un label sécurité qui a été créé, puis en se disant, bah voilà, et je crois que c'était l'RTS d'ailleurs qui disait le label qui va sécuriser les organisations, les communes suisses. Non, un label, ça sécurise rien du tout, évidemment. Et une gestion du risque pas appropriée ne sécurise rien du tout. Donc, faire un bon travail en termes de risque est fondamental. Ça prend du temps, ça demande de la maturité. Et c'est souvent là où pêche l'ISO 27001. Puis le dernier point que je veux lever ici, c'est est-ce qu'il est dépassé? Est-ce que le modèle est dépassé? Alors, on le disait d'ailleurs, il y a une nouvelle version du 27002 qui sort, qui a changé beaucoup de choses, pas assez à mon goût. Vous savez, il n'y a pas que la norme ISO 27001, il y a la 27002, donc qui est une série de bonnes pratiques. Et puis, vous avez toute une flopée dans la famille 27000, par exemple autour du cloud, dans 17 ou 18 autour de la protection des données, 32 pour la cybersecurity, etc. Vous avez toute une série d'autres documents qui vous permettent d'avoir plus d'informations. Le fait est, c'est qu'à la vitesse auquel évolue la technologie et les menaces, il est très, très difficile d'avoir une liste de contrôle qui soit complètement efficace. C'est pour ça qu'on ne doit pas se limiter forcément à l'ISO 27001. L'ISO 27001 est quelque part un outil de gouvernance, mais rien ne vous empêche d'utiliser des contrôles qui viennent d'autres sources, comme le NIST par exemple, d'accord? Et puis de faire votre propre jeu de contrôle qui vous convienne. Donc, est-ce qu'il est dépassé? Non, au niveau de la façon de travailler, au niveau du management, oui. En termes des contrôles, il y a certains contrôles qui sont un peu vieillots, c'est pour ça d'ailleurs qu'on les remplace. Ça met du temps, parce que vous savez que pour faire les normes ISO, il faut que plein de gens dans plein de pays différents se mettent d'accord, donc c'est pas évident. Mais rien ne vous empêche, vous, de choisir les contrôles qui vous conviennent. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé dans la norme. OK, the ugly. Tout court. Alors, je vais être très honnête et peut-être un petit peu brutal par rapport à ça, mais il faut d'abord que vous sachiez une chose. La majorité des sociétés qui sont certifiées n'exécutent pas leur système de management après la certification. C'est-à-dire qu'ils passent la certification, super, on ouvre le champagne, on a reçu le papier, et puis après, plus rien. Alors, il y en a pas mal qui nous appellent. J'ai vu qu'il y a quelques clients de l'assistance, il y en a peut-être qui se reconnaîtront. Il y en a certains qui nous appellent, qui me disent, oh mon Dieu, on doit être recertifié, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Et donc, un mois avant l'audit de surveillance, on va dire, on commence à se réveiller. La réalité, c'est qu'on met beaucoup d'efforts pour implémenter les choses et qu'il est difficile de les maintenir. Parce que si on n'a pas complètement intégré dans les processus de l'organisation la sécurité à travers le système de management, bah, il ne survit pas, tout simplement. Maintenant, quand on regarde, alors je n'ai pas des statistiques parce qu'elles sont difficiles à obtenir, mais ce que vous pouvez faire, c'est de regarder des organismes certifiants comme PECBMS, comme Bureau Veritas par exemple, et vous allez voir la liste de sociétés qui perdent la certification. Et il y en a beaucoup qui les perdent. Qui les perdent parce qu'ils ne font pas ce qui est nécessaire. Donc, le fait d'avoir un certificat, c'est une chose et c'est certainement pas une garantie de sécurité. D'accord? J'ai tendance à plus me fier, puis on va voir, c'est un des autres points, quand une entreprise a un certificat depuis un certain nombre d'années. Parce que je sais qu'à ce moment-là, ils ont obtenu un certain niveau de maturité dans la sécurité, dans la gestion de leur système de management.
Et puis, ça nous donne le point suivant. Le point suivant, c'est que aujourd'hui, si vous êtes fournisseur de services, donc j'ai plusieurs de mes clients qui fournissent des services SaaS, entre autres, on va vous demander d'être certifié parce que si vous voulez travailler avec certaines grosses entreprises, par exemple Nestlé va demander à ses fournisseurs d'être certifiés. Ce qui est très bien, mais c'est loin d'être suffisant. Pourquoi c'est loin d'être suffisant? Comme on l'a vu, parce qu'il faut un certain temps pour avoir une maturité, parce que ça implique aussi qu'on ait fait, comme on l'a vu, de la gestion de risque de qualité pour arriver à quelque chose de qualité, et que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que, par exemple, si vous voulez faire du business aux États-Unis, certains de mes clients le font, ils sont obligés d'avoir, en plus des audits de type SOC 2 qui sont effectués, en plus de leur certification ISO 27001. Donc ça veut dire qu'il y a un autre auditeur qui va venir. C'est des audits qui coûtent cher. Ils vont passer beaucoup, beaucoup de temps à regarder vraiment en détail l'état des contrôles. C'est aussi pour ça que vous avez des normes comme le PCI DSS, dont je parlais tout à l'heure, pour les gens qui manipulent les cartes de crédit qui vont donner un niveau de garantie supplémentaire. Mais la somme de tout ça, on va dire, en plus de certains questionnaires en général qu'on doit remplir de fournisseurs, permet de donner une certaine assurance. Donc, il ne faut pas juste se fier au fait de se dire c'est une société certifiée ISO 27001, tout va bien. D'accord? C'est très très loin d'être le cas. Pourquoi aussi c'est un problème? Alors là aussi, je vais être très, très clair et très honnête avec vous, parce que la qualité de votre certification, elle dépend de deux choses. Elle dépend de la qualité de l'auditeur qui va le voir, et puis elle dépend aussi de la qualité de l'organisme certifiant. Les certifications sont données par des organismes certifiants. Ces organismes certifiants, ils sont eux-mêmes certifiés par des organismes dans les pays qui leur donnent le droit d'être un organisme certifiant. Il y en a certains qui font un très bon travail, autrement dit, qui ont des boards qui vont vraiment regarder en détail les rapports des auditeurs avant de donner une certification, qui vont être très exigeants, et il y en a d'autres qui sont beaucoup, beaucoup plus laxistes. Le fait de vous dire je vais utiliser cette organisation parce qu'elle a un nom connu ne veut pas dire que le travail sera fait convenablement. Je ne vais pas citer de nom, évidemment, mais il m'arrive des fois d'être appelé, cette fois-ci comme auditeur certifiant, d'aller auditer, par exemple, j'audite certains bureaux de la Confédération ou des banques, et d'être appelé après, donc pour une organisation qui est déjà certifiée, mais après d'autres organismes, et de me poser la question de comment est-ce qu'ils ont obtenu la certification, quoi. Et on voit en fin de compte que les rapports des auditeurs ne sont pas toujours cohérents ou ne sont pas toujours assez fouillés. Donc, c'est la vérité la plus stricte. La qualité de votre système de management et la qualité du fournisseur que vous avez, sa certification dépend fortement du certification body qu'il a contracté. D'accord ? Ça varie très fort. C'est pour ça, encore une fois, que je pense aujourd'hui, pour avoir une certaine assurance au niveau de la sécurité, il faut s'assurer pas seulement d'une certification d'ISO, mais d'autres éléments. Voilà, je ne voulais pas vous montrer plus de slides que ça, parce que j'avais plutôt envie peut-être de vous donner la chance peut-être de poser quelques questions avec ça. Alors, je voulais rapidement revenir juste sur une question qu'on a posée tout à l'heure, si vous me le permettez, qui était... Alors d'ailleurs, il y avait la réflexion de Charles qui disait effectivement la certification 27001 ne semble pas assurer un niveau de sécurité d'une société, mais plutôt une gouvernance, et c'est absolument juste, je suis tout à fait d'accord, je crois que j'en ai justement parlé ici. Concernant le guide de la Confédération relatif aux mesures techniques et organisationnelles à la protection des données, oui, je pense qu'il est toujours pertinent, il est toujours utilisable. Et tout seul, il n'est pas unique, hein. C'est comme la RGPD, hein. Vous avez plein d'informations qui vous sont données sur comment on doit protéger les données. Mais il y a ce fameux article 32 qui vous dit que vous devez protéger la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données. Autrement dit, tout ce qu'on fait dans la sécurité de l'information. Donc oui, c'est un guide qui est intéressant, qui peut être utilisable. Et d'ailleurs, la Confédération met à jour avec les catégories régulièrement des nouveaux contrôles basés sur l'ISO 27001, mais aussi basés sur le NIST, qui leur permettent d'arriver à un meilleur niveau. Et la question concernant l'ISO 27002, l'ISO 27002 ne représente que des bonnes pratiques, donc elles ne sont absolument pas nécessaires d'être implémentées à minima et respectées pour être certifiées. Ça n'a rien à voir. D'accord ?
vous implémentez les contrôles qui vous semblent nécessaires à votre niveau. Voilà. Donc j'espère ici vous donner quelques infos. Alors, les visas de sécurité mis en place par l'ANSSI en France, est-ce que c'est un bon modèle? Oui, je pense que honnêtement, c'est une bonne approche. Je pense que c'est une bonne approche. Je pense que plus on met, plus on met en place des modèles comme ça qui nous permettent, qui sont pratiques, parce que c'est ça qui est important, hein, c'est d'avoir des choses pratiques et pragmatiques pour les organisations, plus on va aider à monter le niveau général de la sécurité dont on a besoin. Le coût d'une certification pour une PME, il est très variable, il dépend vraiment des compétences internes et du métier de la PME. Parce que si c'est une PME qui fait, par exemple, un service SaaS ou un service comme Equivalent, le coût ne va pas être le même du tout qu'une petite entreprise de service, par exemple. Donc, entre le temps pour implémenter, j'ai vu par exemple, très récemment, j'ai aidé l'IMD à faire leur implémentation. Ils ont fait une implémentation en 6 mois. Ils étaient très efficaces. Et puis, il y a d'autres projets sur lesquels je travaille, comme par exemple avec Gavi, où on est sur ou le CHUV, maintenant, où on est sur des bandes beaucoup, beaucoup plus longues parce que les organisations sont plus longues et qu'il faut parfois 1 an, 2 ans de travail pour arriver à la certification. Tout dépend quelque part vous savez, tout dépend du commitment du management. Tout dépend ce que le management veut faire. Si le management tape du poing sur la table, on crée une priorité, donne des moyens et des ressources pour, les choses, elles vont vite. C'est aussi simple que ça. Donc, après, les coûts, encore une fois, c'est très variable par rapport au nombre d'employés, le périmètre en lui-même, le type de métier. Mais je pense que si on se forme, parce que je crois que c'est fondamental, si on a des compétences en interne et vraiment une volonté du management, on peut arriver à moindre coût arriver à se certifier. Autant il faut en avoir une valeur ajoutée, d'accord? Il ne faut pas se certifier pour le plaisir. Je pense qu'il faut certifier quand on en a réellement un besoin. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions auxquelles je peux répondre? Enfin, pour moi ou pour les autres participants, bien entendu. En attendant que d'autres questions apparaissent, voilà. Et je me suis penché sur le nombre de certifications dans 7001 qui existait. Hein. Donc, la question a été posée. Et puis, c'est vrai que c'est difficile d'avoir le nombre total. J'ai 2 chiffres qui peuvent peut-être éclairer tout le monde. Et la première, c'est que vers 2011-2012, le nombre de certifications de 27001 était de l'ordre de 17 000 à 19 000. Et en 2017, nous sommes à 40 000. Maintenant, je n'ai pas d'autres chiffres, mais ça montre bien qu'il y a une évolution. Et puis après, on ne sait pas, certifications acquises, oui. Est-ce qu'ils les ont perdues ensuite? C'est un peu plus difficile à connaître. Mais il y a des documents. J'ai un document des ISO éventuellement que je peux mettre dans le fil, qui est le lien qui vous permettra de vous faire une idée plus précise. Y aurait-il d'autres questions? J'en ai une d'ailleurs qui est passée. Je vais remonter un petit peu. Voilà, c'est Félicien Fleury qui pose la question. Je pense que la question a été posée à Michael. Et avez-vous un comité d'éthique dans votre entreprise? C'est une excellente question. Alors, on a une charte, disons, de mission, vision, valeur. Donc là, c'est clair, il y a plusieurs valeurs qui sont mises, qu'on essaie de vivre au quotidien, qui sont intégrées dans le plan de formation de personnes, etc. Puis, il y a aussi des canaux qui sont disponibles pour que les gens qui ont des soucis peuvent en parler. Bien entendu, un canal typiquement RH, mais on essaie aussi de s'entourer des spécialistes. On a un advisory board, par exemple, qu'on a mis en place très, très rapidement dans notre existence avec des personnes spécialisées dans la gouvernance et de personnes vraiment avec une grande track record, donc des conseils d'administration de la Poste, des banques, etc. Donc, on a 6 personnes dans cet advisory board avec qui on s'est réunis tous les 3 mois
et avec qui on partage les éléments. Donc, bien entendu, là, ces genres de questions sont également discutées. Et puis, en général, chez nous, les gens, ils savent effectivement, ils peuvent aussi aller soit vers les RH, soit dans l'advisory board. Et puis, c'est clair que pour tout ce qui est externe, candidats qui se font screener ou clients, le rôle du DPO chez nous, de Data Protection Officer, il est aussi il est respecté. Et il y a un canal direct vers cette personne-là. Je ne sais pas exactement quel était le background de vos questions, mais voilà, il y a différents canaux et expertises qui sont disponibles effectivement pour essayer de répondre aux questions éthiques, aux questions d'intégrité, aux questions de traitement de données, etc. Ouais. Alors, merci, hein, merci pour ce retour. Et d'ailleurs, si je me permets de faire un bilan, et ça peut être aussi un débat, il nous reste encore quelques minutes, et on a vu un peu toutes les étapes de l'implémentation de la norme ISO dans les entreprises. Et à chaque fois, on revient avec le constat que ça apporte de la gouvernance, mais que, et c'est ce qui a été dit notamment et mis en évidence par Alexis, c'est que si on n'a pas un focus correct, le résultat n'est pas forcément meilleur. Et ça exprime aussi la volonté du management ou la prise de conscience du management sur la gestion du risque. Et je le vois régulièrement, nous faisons beaucoup d'événements à l'affaire Genève pour essayer d'accompagner les PME dans la maturité, dans l'amélioration du quotidien, dans la sécurité des systèmes d'information. Et puis on s'aperçoit que pour X raisons, hein, peu importe, ça peut être financière, culturelle, parce qu'ils n'ont pas, il y en a qui me disent, mais moi, j'ai rien à cacher. OK, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à cacher qu'il faut tout donner ou laisser la porte ouverte. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aborder la problématique par rapport aux entreprises. Et nous avons avec vous, avec vos présentations, nous avons une maturité qui se dégage, qui est salutaire dans le sens où on arrive quand même à gérer, parce que aujourd'hui, dans la situation actuelle et après ce qui s'est passé dans une commune très proche de chez nous, on se demande si on arrive à mettre en place un système de protection, même si on sait que de toute évidence, le problème se trouve entre le clavier et la chaise. C'est bien ça, hein? Alors, il y a Alexis qui va aborder le sujet. Ouais, il y a une question que j'ai vu aussi passer sur l'obligation légale. Juste pour répondre rapidement juste à ça avant de discuter ce point-là. Ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont imposé, par exemple, il y a des années, j'ai travaillé avec l'Arménie parce qu'elle avait imposé à toutes ses banques d'être certifiées ISO 27001. Donc, il y a des obligations légales dans certains pays pour certaines organisations d'être certifiées. Ce n'est pas notre cas en Suisse. Voilà, bonne réponse. Et puis pour Il y a l'autre. une deuxième, voilà, il y a la question sur le SOC 2. Oui, la question sur le SOC 2. OK. Alors, la question sur le SOC 2, est-ce qu'il apporte plus que le 27001? Oui et non, parce qu'il y a des contrôles. Donc, la différence, encore une fois, c'est que le SOC 2, il y a une série d'exigences auxquelles je dois vraiment répondre. C'est que l'auditeur va signer le SOC 2 avec son sang. C'est-à-dire qu'il est responsable, d'accord, et même légalement responsable de ce qu'il signe. Donc, quand un auditeur fait un audit SOC 2, il va aller très en détail dans toute une série de contrôles. Il va exiger que certains éléments soient réellement mis en place. Dans le cadre de l'ISO 27001, comme l'expliquait très très bien Stéphane tout à l'heure, on est une situation où, en termes de risque, on peut décider où se trouve le curseur en disant oui, mais nous, on n'est pas une banque, on est une PME, alors on va simplement mettre la baseline de sécurité à ce niveau-là. Par contre, pour le SOC 2, vous êtes obligé de la mettre à un certain niveau. C'est ça qui fait la différence. Maintenant, c'est coûteux et c'est intéressant. Les organisations le font quand elles font du commerce, en général, solution SaaS sur Internet, avec les États-Unis, sinon, ou peut-être avec certains grands groupes qui l'exigent. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison de faire du SOC 2, quoi. Type 2, évidemment. Voilà. Alors, je reviens sur, il y a une question qui vient d'arriver, donc j'attends pour la mienne. Ne pensez-vous pas que la gestion des risques fait partie de la gouvernance d'entreprise, qu'elle doit être impérativement définie et intégrée au niveau de la stratégie de l'entreprise?
Stéphane? Je vois que les têtes sont toutes d'accord. Non, Stéphane, le micro est Stéphane. Désolé. Bien sûr, ça abonde dans le sens du message que j'ai essayé de faire passer et que les autres également, hein. Donc, mais c'est la difficulté. Il y a une grosse difficulté, c'est ce gap qui existe entre les considérations du terrain, la sécurité qu'on met en place sur le terrain et la capacité à transmettre les messages et le niveau de risque au management. Parfois, le management fait exprès de ne pas vouloir comprendre, justement pour dire, ah ben, si y a un problème de sécurité, ben, c'est la fonction sécurité qui est responsable. Donc, ce n'est pas du tout le modèle de gouvernance qui doit prévaloir dans les bonnes pratiques. Mais il y a cette vraie difficulté à remonter les vrais risques au top management dans un langage qu'il est capable de comprendre. Comme on l'a dit, souvent le risk management, c'est très subjectif et c'est une discipline subjective par nature. Mais il faut être capable, voilà, et c'est là où on doit travailler. Moi, le message que j'ai essayé de faire passer, c'est si vous voulez faire du risk management, faites-le de façon pragmatique, quitte à pas essayer d'implémenter une méthodologie de A à Z, mais avec les bonnes personnes, et puis faites des choses concrètes. Basez-vous sur les incidents que vous avez vécus, basez-vous sur les tendances du marché. Aujourd'hui, on sait que tous les 2 jours, il y a une PME qui prend un ransomware, donc c'est peut-être quelque chose qui doit réveiller les consciences. Et puis, posez-vous la question, qu'est-ce que je dois mettre en place pour faire ça? Ça, c'est le début du risk management. Mais souvent, on a tendance à se lancer à respecter justement les indications de la norme ISO 27005 et on aboutit à ce que j'ai appelé tout à l'heure des usines à gaz. Les messages passent pas. Il y a aussi le fait que les gens qui remontent les risques ont tendance à faire verdir les dashboards, hein, parce qu'on a peur de dire qu'il y a des problèmes. Donc, pour moi, c'est la clé. Les 3 intervenants, je pense, sont d'accord sur ce point-là, mais c'est difficile de faire du bon risk management. Parfait. Merci Stéphane pour cette réponse. J'avais une question concernant ta présentation qui est, d'ailleurs, ça se distille de tout ce qu'on a entendu, mais je vais quand même la poser parce que ça m'intéresse de vous entendre, voir la réaction. ISO 27000, OK. J'ai entendu tout à l'heure aussi Octave Allegro. Et puis quoi d'autre? Il y a d'autres. Alors là, il y a une méthodologie qui est assez intéressante. Je me permets de répondre, hein, mais juste 2 minutes. La plus récente qui a été, c'est la refonte de IBIOS, qui était une méthodologie française historique instaurée par l'armée et qui a été refaite récemment, hein, depuis 2018. Et justement, où elle est pas mal faite dans ce sens où on n'est plus dans des considérations théoriques, mais ils ont ajouté la façon de faire. C'est-à-dire, il y a des workshops, il y a 5 types de workshops à faire. Donc, on est plus dans le comment on peut faire les choses et ça apporte beaucoup de valeur ajoutée. Par contre, IBIOS, elle a ses petites limites, c'est-à-dire que, par exemple, en tout ce qui est sécurité, alors elle se limite qu'aux cyberattaques. Voilà, aujourd'hui, c'est la mode, on parle plus que de cyber. Et quand on voit que, notamment toute la sécurité physique, on considère que c'est acquis. C'est pas le cas, hein. Vous avez vu en France, il y a des data centers qui brûlent parfois. Oui. Donc, moi, ça, c'est pour moi une limite. Il n'y a pas que les cyberattaques dans la vie. Il y a les mauvaises manipulations accidentelles, comme on a pu le voir, d'un employé tout à fait honnête, mais qui fait une erreur. C'est pas du cyberattaque, ça. Et puis, voilà, ça, pour moi, c'est la limite d'IBIOS. D'accord. Parfait. Sinon, il y en a Oui, d'autres, hein, il y en a d'autres. Je me permets juste, parce que c'est vraiment un domaine de prédilection pour moi, il faut toujours faire attention à pas monter quelque chose qui soit impossible à gérer humainement ensuite, en ayant trop d'objets sur lesquels on doit faire des risk assessment et en ayant un catalogue de menaces important, parce que ça devient juste ingérable. Voilà. Alexis? Oui, je voulais juste rajouter quelques points. Il y a mon collègue Henri, qui est mon associé, en fait, qui dans le chat s'est manifesté pour rajouter Oui. quelques informations assez intéressantes. Au niveau de la gestion des risques dans la gouvernance d'entreprise, oui, c'est une exigence effectivement légale dans certaines tailles. Merci Henri qui est spécialiste du risque aussi. Donc, effectivement, c'est dans le code des obligations. C'est obligatoire de faire de l'ERM, de la gestion d'entreprise. Et puis, sur les exigences… C'est bien la FIDMA, elle l'impose. Oui.
Oui, au bout tout d'un à fait. moment. On est Tout bien à fait. d'accord. Exactement. Et puis, au niveau des obligations d'être certifié ISO 27001, j'ai oublié, honte à moi. Mais effectivement, dans le cadre Henri me le rappelle, dans le cadre du vote électronique, les cantons sont obligés de se certifier ISO 27001. D'ailleurs, on en aide un certain nombre à aller à travers leur certification aujourd'hui. D'accord? Donc, à se mettre en norme afin de pouvoir faire du vote électronique. C'est aussi au Danemark. Voilà. Donc, il y a certains pays qui commencent à exiger que l'ISO 27001 soit implémenté. Donc, je corrige bien. En Suisse, c'est obligatoire pour les cantons s'ils veulent opérer le vote électronique. Alors, quand on dit implémenter, on ne dit pas certifié, on est d'accord. On fait une différence. Non, certifié avec. Il doit avoir une Ah certification en ouais, plus. d'accord. Il y a une question là, que vous avez posée par rapport à ça. Entre être implémenté et puis certifié, est-ce qu'on doit faire les deux? Est-ce que c'est utile? Ouais. En réponse très courte, si vous implémentez que vous certifiez pas, en général, les choses, elles survivent pas. Parce que la certification, c'est un levier énorme pour faire changer les choses dans une organisation, surtout au niveau du management. Ça permet d'imposer, parce qu'il y a un œil extérieur, il y a un regard extérieur qui va mettre une certaine pression, puis qui va faciliter l'exécution. Donc on se rend compte que maintenant, il y en a qui arrivent à faire fonctionner les systèmes de management sans se certifier, mais en général, pas très longtemps. D'accord. Donc la D'accord. certification, ça a vraiment une valeur ajoutée. J'entends, ouais. J'entends. Ce que l'on Surtout, entend aussi. Oui, oui, Michael. surtout, encore une fois, pour nous, ce qui était quand même très bien pour une petite entreprise et moyenne entreprise maintenant peut-être, c'est chaque interaction avec des auditeurs est une opportunité en fait. Et ça, c'est quand même, donc on peut bien regarder à l'interne, mettre en place des procédures, etc. Mais si on n'a pas l'œil externe et des spécialistes qui viennent et qui, même aussi dans le temps, les sanctions, font pas donc pour moi, la certification, si c'est synonyme à un audit ou un œil externe, ça fait partie du système quelque part. Et puis, ça a seulement du sens avec certification. D'accord. Là, je parcours le fil des discussions. Je retrouve quelques éléments, et notamment, il y a un participant qui a soumis une remarque concernant la discussion qu'il y a eu avec Michael concernant l'Octave Allegro. Et cela ne dépend pas-il de la taille de l'organisation? EBIOS me semble assez lourd par rapport à Octave Allegro, ça c'est une question. Et puis, j'avais vu, pour Michael, la Hollande prend ce chemin aussi, obligation légale de certification dans certains cas. Je suis en Suisse maintenant, Henri. Je suis hollandais, mais Ah, tout à fait. Non, mais il est vrai d'accord. qu'on a regardé aussi un peu chez nous par rapport à notre métier des autres pays, bien entendu. Donc, c'est clair qu'on regarde aussi ailleurs ce qui se fait. Ah. Mais je pense qu'il fait un petit clin d'œil à ma nationalité. Et puis, voilà, les Hollandais, dans certains éléments, ils sont en avance, ils vont vite, et puis dans certains éléments, ils vont trop vite, et puis il faut mieux être en Suisse et regarder un petit moment, et puis faire ce qui est le mieux après. Il y a aussi un commentaire concernant EBIOS, et donc c'est Henri qui le dit, Henri Henny. Autre limite d'EBIOS uniquement pour les cyber risques intentionnels. Ben voilà, donc ça limite aussi le cadre de l'implémentation de la méthode. Mais alors, j'insiste parce que finalement, notre tissu économique, indépendamment de vos merveilleuses implémentations, et je suis très, très heureux d'avoir participé à cet événement parce que j'ai découvert plein de choses et des personnes formidables en vous. Et pour les PME, on fait quoi? Parce que l'autre tissu, c'est 90% des PME. On fait quoi? On met quoi en place? On ne va pas mettre une certification à une PME de 5 personnes. Enfin, vous me direz, pourquoi pas? C'est un problème complexe. Moi, j'ai pas de solution. Alexis a fait la remarque sur le label CyberSafe tout à l'heure. Effectivement, ça donne pas une assurance et je pense pas que les communes, enfin, quand on regarde un peu le contenu de ce label, c'est quelques tests de clics, c'est de la sensibilisation et on peut se dire, ben, c'est contournable. Mais en même temps, il faut bien commencer quelque part. Donc, voilà, encore une fois, on en revient à l'approche itérative et le fait qu'on est dans l'appréciation, enfin, dans la gestion de risque et qu'on n'arrivera jamais à du risque zéro. Il faut tenir compte des moyens.
C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de solution. Moi, ça fait 20 ans que je réfléchis à cette solution-là. Si on avait des solutions toutes faites, elles seraient déjà mises en place. C'est pas pour rien que les référentiels de sécurité actuels, ben, ils comportent tous plus de 100 mesures de sécurité différentes. C'est parce que c'est un domaine complexe. Il faut une approche holistique. Il y a 14 domaines dans l'ISO 27002, hein, donc quand on est une petite PME, c'est compliqué. Donc voilà, il faut essayer de faire un peu l'hygiène et je pense que ça passe. On a les ingrédients ont été évoqués, hein, c'est l'engagement de la direction. Il faut que les gens soient conscients des problèmes et qu'ils essayent de régler les choses parce que quand le boss tape un peu sur le poing sur la table, ben les gens ont tendance à se mettre au diapason. Et puis surtout, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, mais tout ce qui est awareness et training, pour on a dit que chaque employé se sente concerné. Donc il y a cette partie culture, que ça doit faire partie inhérente. Comme on nous demande de ne pas sentir mauvais quand on va au boulot le matin, ben, qu'on essaye d'appliquer aussi de l'hygiène informatique. Voilà. C'est le terme qui est repris par l'ANSSI en France et je trouve que c'est un terme tout à fait approprié. Il y a une question qui est arrivée il y a quelques instants de Bettina Barjean. Elle dit, est-ce que les entreprises certifiées ont subi moins de cyberattaques? Est-ce qu'on connaît ça? Alors, c'est une question intéressante, je peux bien y répondre. D'ailleurs, en passant, on a lancé cette année chez Abilène une grande enquête fait auprès des PME romandes. On s'est vraiment concentré sur la Suisse romande pour essayer d'obtenir un maximum d'informations. Puis on va sortir bientôt un rapport de l'état de la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé comme incident en 2020? On l'a vraiment axé sur 2020. C'est un grand travail parce qu'il nous manque des données comme ça. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Stéphane. Le minimum, c'est mieux que rien ce qu'on fait déjà avec ce que veut faire CyberSafe. Et je trouve que c'est une bonne initiative. Hein, c'est pas ça. C'est juste la façon dont elle est communiquée qui me dérangeait un petit peu. Mais je pense que, et c'est comme disait Stéphane, c'est vraiment difficile. On n'a vraiment pas de solution rapide. Maintenant, est-ce qu'on a moins de cyberattaques? Non, certainement pas, parce qu'on est certifié ISO 27001. Est-ce qu'on est mieux protégé par rapport aux cyberattaques? J'espère, j'ose espérer, si on fait de la bonne gouvernance, oui, on sera. Mais le risque zéro, comme disait Stéphane, n'existe pas. Donc voilà, quoi. On fait ce qu'on peut. Et écoutez, rien que maintenant, je regarde encore que Apple vient juste de sortir un patch de vulnérabilité sur iOS. Comme vous saviez, il y a peut-être par des iMessages sans clic, on pouvait infecter les téléphones. C'est sorti aujourd'hui. Le patch est sorti aujourd'hui. On a tout le temps des nouvelles vulnérabilités. Donc, on est en permanence. D'ailleurs, je crois que c'est le travail de la CRT aussi de veiller à ça et d'aider les entreprises à trouver ce genre de choses. Hein. Absolument. Donc, on essaie juste de faire du mieux qu'on peut. Et il faut continuer à le faire parce que c'est mieux que de ne rien faire du tout. Est-ce que le problème de l'ISO 27001 est qu'il est porté par l'IT et non pas par le gestionnaire des risques business? Alors ça, il n'est pas du tout porté par l'IT, c'est une mauvaise compréhension en fait. C'est une mauvaise compréhension, malheureusement. Quand on m'amène dans une organisation et que c'est l'IT qui le passe, je commence à dire mais non, l'ownership n'est pas du tout au bon endroit. C'est pas du tout l'IT, c'est une question du management, l'ISO 27001. Alors oui, il y a une grosse partie de risques IT qui sont couverts, il y a des contrôles IT, mais on a des contrôles dans les ressources humaines, comme Equivalent s'en occupe, hein, de gérer toute une série de ces risques-là. On a des contrôles qui sont au niveau du légal, on a des contrôles au niveau de la sécurité physique, on a des contrôles en termes de compliance. Donc, on va de la protection des données, on va bien en dehors du cadre de l'IT. Hein. Donc, je dirais, il faudrait surtout pas le mettre chez l'IT. C'est pas combien de personnes ils sont là, mais il faudrait pas que, ou au moins que l'IT a aussi d'autres éléments. Mais je pense pas que c'est une bonne idée de le mettre dans ce département-là. Mais... D'accord. Non, mais bien sûr, il faut séparer. On est bien d'accord. Il est 18h59 à ma montre et nous arrivons gentiment à la fin de ce 5 à 7 concerné à la norme ISO 27001. Je suis vraiment très heureux encore d'avoir été à côté de vous et je cède la parole à notre présidente, Sylvie Perrin-Jacquet, pour le mot de la fin. Et je laisse peut-être, il y a peut-être une question qui vient d'arriver, je laisse peut-être Sylvie éventuellement ou quelqu'un d'autre de la reprendre, sinon je la reprendrai, mais je ne voudrais pas non plus vous retarder. Merci infiniment. Moi, j'aimerais vous remercier tous les trois pour la qualité de vos présentations. Ce que j'aimerais relever, c'est l'élément suivant.
J'ai le sentiment qu'effectivement, c'est une question de culture. Vous l'avez les trois indiqué. Il y a une sensibilisation, une sensibilité qui doit être beaucoup plus performante dans les entreprises. Par contre, ce que je constate, c'est que pour avoir eu des échanges avec des directeurs d'associations ou de chambres de commerce, j'ai pas le sentiment que cet objet-là fait très souvent partie de leur ordre du jour d'Assemblée générale. Et pour moi, ça, c'est une difficulté. Je trouve que à partir de maintenant, chaque année, les chambres de commerce, les associations patronales, les associations de collectivités ou de quelle qu'elle soit, devraient mettre ce point-là à l'ordre du jour avec à chaque fois l'actualité et la mise en place de stratégies. Parce que, comme vous l'évoquiez, très souvent, ce sont les IT qui ont l'information, ils font remonter l'information auprès de leur CEO. Le CEO n'a pas le sentiment que c'est primordial, voire il voit, lui, le problème de la ligne budgétaire qu'il va devoir rajouter, il ne sait pas comment la rajouter, et du coup, ça crée des difficultés, et nombre d'entre eux ne mettent pas en place les stratégies nécessaires. Mais je pense que c'est le rôle du CLUSIS d'appuyer sur le clou au niveau des chambres de commerce et au niveau des associations pour rendre tout le monde attentif au fait de ce qui se passe et de permettre à chacun d'être au courant et informé sur les enjeux qui attendent les entreprises dans les années à venir et le rôle que vous jouez par rapport à ces enjeux et la disponibilité qui est la vôtre puisque vous êtes les spécialistes et que vous avez les compétences pour mettre tout cela en place. Mais j'aimerais en tous les cas vous remercier d'être là. On aura certainement encore l'occasion de reparler de ce sujet-là suite à ce qui va se passer dans l'actualité dans les mois et les semaines qui suivent. En tous les cas, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci messieurs d'avoir été là durant ces 2 heures. Je vous informe que nous nous retrouvons à la fin du mois. On n'a pas encore mis l'objet j'allais dire du délit, mais l'objet du thème pour la prochaine séance. Mais on se retrouvera d'ici 15 jours, même lieu, même heure. À bientôt. Merci d'être là. Merci pour votre confiance et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci, au revoir à tous. Bonne soirée, au revoir. merci beaucoup. Et merci encore.